Non, mais je veux dire, en l'occurrence, c'était l'idée de voir là sur Enero Group, est-ce qu'il y a. Comment ça a démarré? Est-ce que. Je sais pas, est-ce que vous êtes venu? Enfin, je sais pas du tout. Enero Group pour Nathanaël Rossi, NRO, Ouais. NRO Group. Il a voulu fonder une équipe, une famille avec ses valeurs, concrètement. Et donc après, comme c'est un bâtisseur, il l'a bâti. Ouais, après. Et ça fait 2 ans qu'il a créé sa société. Puis je vais expliquer un petit bout au début, là, juste là, sur la présentation. C'est moi qui parlerai. Je renverrai toute la balle après Nat. Donc, Voilà. ok les gars, je vais mettre en silencieux l'affaire. Pas te déranger. Ouais. Puis après tu... Le son et tout, t'es ok. Ouais, c'est impeccable. Pas de surprise. Non, on est impeccable. C'est bon, maintenant on est prêt. Du coup, ça va bien maintenant. Mais marche cette fois. Ça marche nickel. Là, Le premier essai, on a pas mal J'avais rigolé. perdu un quart d'heure. ouais, grave. Mais c'est une demi-heure. Et... Ouais. Non, mais surtout qu'on voyait qu'on était filmé. Ouais, grave. Il n'y a pas d'image. Non, je crois... Ah ouais, non, il n'y avait pas de son. C'était plutôt pas de son. Il n'y avait pas de son pendant une demi-heure. Oui, c'est Il n'y avait pas de son. Oui. Donc, voilà. Après, tu sortiras par là, mon Guigui, quand tu veux. Si tu veux rester, si tu veux faire la régie, si tu me dis. Non, c'est que j'ai quand même encore 2-3 choses à faire, sinon je vais rester entier. Mais j'ai quand même du taf aussi à côté. Voilà, tac, parce que là je vois que c'est en décalé. Non, mais c'est normal. C'est normal, c'est en Tu décalé. me dis quand t'es OP que je te lance le direct et Voilà. quand t'es chaud. Tu lances le direct et vas-y, on y va en action. Il est chaud. Démarrage. Je vais leur demander déjà tout de suite si ça marche. Non, c'est tout bon. Ok, donc bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode de La Solution. Pour les solutionneurs et les solutionneuses. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on a des invités exceptionnels, je dirais, de chez Enero Group. Voilà, il faut lancer le truc. Donc voilà, aujourd'hui on a Nathanaël Rossi et Greg qui vont se présenter. Et bien sûr Jordan. Ouais. Pour le deuxième épisode, ça devient un habitué maintenant, Jordan. Ça y est. Fais coucou aux infactuseurs et aux solutionneurs. Donc voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser vous présenter. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est bon ça. Ouais. Eh ben, Bonjour à tous. Bonjour à tous, oui, tout à fait. Merci de nous inviter. Ouais, de rien. Je suis honoré que vous soyez venu d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Donc, Démarre. C'est un grand plaisir en tout cas pour nous également. ok. Donc moi je suis Grégory Vaconnet, chargé de communication pour Enero Group. Ok. Communication et vente. Et communication, vente et marketing. Exactement. Ok. Enero Group. Tout à fait. Et puis moi, je m'appelle Nathanaël Rossi, et fondateur de NRO Group, qui a été créé depuis 2 ans. D'accord. Et Jordan, tu te représentes un petit coup. On le fait, ouais. Jordan Charret, voilà, je m'occupe du second œuvre chez Sigma. Ok. Donc voilà, pour entamer cette émission, du coup, moi, je voulais un peu que vous nous parliez de Enero Group, un peu de l'histoire, des valeurs de la boîte, de l'inspiration, de ce que vous faites vraiment. Et puis voilà, parce que je trouve que c'est vraiment cool personnellement ce que vous faites. Et je pense que voilà, le but, c'est de partager un peu votre service. Et puis peut-être que aussi, ça peut... le but, c'est que peut-être qu'il y a peut-être d'autres gens qui seront intéressés pour proposer un service pareil aussi dans d'autres villes. Dans des gens, d'autres... c'est Ouais, clair. voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être laisser parler Nathanaël. Ou Ouais. Greg. Ouais, Greg. ouais, je vais. Ok. On Ouais, va laisser parler Greg, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, rien de tel que quelqu'un d'autre pour Ouais. parler De soi. de soi. Ok, ça c'est vrai. Et c'est surtout que c'est Nathanaël qui est vraiment à la base du projet, quelque Oui. part. En fait, Ok. tout est parti de Nathanaël. Ouais. Parce qu'en fait, avant de se lancer, de lancer Enero Group, eh bien, il a fait 30 ans de Tour de France avec les Compagnons du Devoir. Et D'accord. en fait, c'est principalement là que Nathanaël s'est construit autour des valeurs de partage, de générosité, d'éthique, de respect et de gratitude surtout. Et en fait, il a construit toutes les bases d'Enero Group sur ces valeurs-là. Donc concrètement, c'est les fondations d'Enero Group. Et après ces 30 ans de Tour de France, il a fait 20 ans en tant que contremaître principal pour un grand groupe. D'accord. À Faut l'issue... que tu l'expliques un peu mieux parce que sinon je vais paraître très vieux. Oui, parce qu'en fait, les Compagnons du Devoir, il est toujours actif également. Voilà. Bien évidemment, il n'a pas 50 ans encore, Ouais, Nathanaël. D'ailleurs, il ne les fait pas du tout. Il les fera certainement pas non plus à 50 ans. Donc en fait, il fait et les Compagnons du Devoir et Enero Group. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a une expérience de 30 ans, parce qu'il a commencé tôt, pour
faire 30 ans de Tour de France. En fait, c'est 10 ans de Tour de France et depuis 20 ans, je suis sédentaire dans la région. D'accord, ok. Et je travaille à côté. Et donc du coup, Enerogroup, du coup, c'était créé comment un peu, si tu peux nous en dire plus? Oui, parce que Nathanaël, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ouais. Et après réflexion, il s'est posé, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre métier, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre métier, quelque part? Et la réflexion, elle s'est poussée comme ça. Et c'est là qu'en fait, Nathanaël s'est posé, il s'est dit, l'idée, c'est de pouvoir rassembler tout ce que je sais faire, quelque part. Donc on a la transmission de connaissances, on a la formation. Parce que pour préciser, je coupe un peu, Nathanaël, c'était en maçonnerie. Hein. Exactement, voilà, ouais, tout à fait, en maçonnerie. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir mélanger la construction avec l'humain et la transmission de connaissances. Et en fait, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec tout ça pour les trois? Et là, en fait, il s'est dit, pour aider la construction, je pense qu'il faut que je crée ma structure pour pouvoir le faire comme j'ai envie de le faire, avec qui j'ai envie de le faire. Et là, il a créé la structure Enerogroup. Enerogroup, c'est indissociable. Ces trois activités sont indissociables. C'est-à-dire que c'est vraiment la construction, le développement humain, que ce soit pour soi ou pour les autres, puisqu'on fait du coaching de manager et de chef d'entreprise. Donc se développer, aider les autres à se développer, et la formation. Ok, d'accord. Et dans la partie construction, on fait du consulting pour des entreprises générales, pour des architectes, pour des ingénieurs, pour des investisseurs. Voilà, c'est tout. En fait, ils peuvent nous appeler soit pour faire, ça peut être du suivi de chantier, soit pour donner un coup de main sur la partie méthode ou technique. Un architecte qui a une idée, il se dit, voilà, il le dessine, par contre, il ne sait pas obligatoirement comment est-ce qu'on va le faire en termes de coffrage, en termes de solutions. Et on fait du service méthode et technique. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que si par exemple, je prends un exemple, moi je suis un actionnaire, je suis un investisseur, et que là, je veux construire un bâtiment, et que j'ai pas forcément toute la méthode, tous les détails, enfin je veux dire, je sais pas forcément toutes les parties prenantes et tout, je peux faire peut-être appel à Enerogroup, c'est ça? Exactement, on peut faire appel à nous pour pour faire que le projet soit le plus efficace possible. On a encore des endroits où il faut qu'on s'améliore, surtout en termes de juridique. Là, il faut qu'on s'améliore, et puis en termes peut-être finance aussi. Donc nous, on peut aujourd'hui aider efficacement sur la méthode et la technique. Ok, d'accord. De n'importe quel projet. Et on apporte du coup toute notre expertise sur le mode de la construction, sur la préparation, l'organisation, la gestion, la planification. Après, ça passe aussi par le mode opératoire, mode constructif. Et puis bien évidemment, l'idée après, c'est de pouvoir effectuer le suivi du chantier de la meilleure des manières, en tout cas. Mode opératoire, mode constructif, c'est tout ce qui est préparation, tout ce qui peut être plan et tout ça, c'est aussi c'est inclus dedans ou c'est... Alors aujourd'hui, on ne fait pas de plan. Par contre, on a quand on nous appelle par exemple pour une mission méthode, on peut fournir les plans via un sous-traitant. D'accord, ok. Voilà, ça peut être proposé quand même dans une solution globale. Tout à fait. Ok. Mais Enerogroup, il ne faut surtout pas oublier que c'est 5 personnes. C'est Grégory, c'est Lionel, c'est Alex, c'est Albin et moi. Et en fait, c'est le mélange de ces 5 compétences qui fait Enerogroup. Ok, donc eux, c'est quoi un peu leurs compétences, si on peut un peu plus aller dans le détail? Alors, Lionel, il s'occupe de tout ce qui est... il est costaud sur la rénovation. Alex, il est costaud sur les énormes chantiers, les gros chantiers avec beaucoup de grues, beaucoup de techniques. Moi-même, qui suis polyvalent sur les deux, que ce soit réno ou gros chantier. Il y a Albin qui, lui, s'occupe plus de tout ce qui est courtage en immobilier, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on fait du courtage. Et puis Greg National qui, lui... La com, les réseaux sociaux, et puis un peu de commerce, un peu de relations publiques, un peu de... Voilà. Et Greg qui fait... il y a Greg et Albin qui s'occupent de toute la partie vente et commerce. D'accord. Ok.
Et d'ailleurs, à ce titre-là, intéressant. C'est là qu'on peut parler de la page Enero Group LinkedIn, c'est ça? Non, bien sûr. Ah non, c'est pas là, c'est pas maintenant, pardon. Vous pouvez nous suivre en tout cas sur LinkedIn, n'hésitez pas. Voilà, comme ça c'est fait. Merci. La petite page pub. Voilà, c'est ça, merci. Et, ok, d'accord. Donc je pense qu'on a établi, on avait un peu deux thèmes qu'on a un peu détaillés, parce que je pense que là c'était les axes d'Enero Group et leurs détails. Moi je pense que peut-être que là même on en a parlé un peu, ou peut-être tu vas rajouter quelque chose, Nathanaël. Ou peut-être que tu vas rajouter quelque chose, Greg, ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on fait du coaching de manager et de chef d'entreprise. L'idée, en tout cas, c'est vraiment de pouvoir leur apporter un maximum d'efficacité, en tout cas, et un équilibre de vie supplémentaire et de la sérénité, en tout cas. Donc, on travaille également sur tout ce qui est transmission de connaissances, principalement avec des écoles ou différents organismes de formation. Et l'idée, c'est toujours effectivement cette transmission de connaissances. Donc que ça soit pour les coachings de managers, parce qu'effectivement on a une méthode, donc on peut l'appliquer. Et puis pour les personnes qui sont en formation, c'est aussi intéressant de pouvoir continuer à apprendre comme on le fait nous aussi encore aujourd'hui. Ok, super. C'est cet apprentissage qui est important pour nous, en tout cas. Okay. Alors après, j'avais une question, donc c'était l'avenir de la construction vu par Enero Group. Quand vous voyez l'avenir du métier? L'avenir du métier, c'est pas une question simple. Hein. Moi, j'imagine beaucoup de préfabrication. J'imagine, en fait, on va devoir gagner du temps, tout en faisant de l'ergonomie, tout en gardant les gens le plus longtemps possible en bonne santé. Donc, je pose juste une petite question. Préfabrication, t'entends quoi par préfa? Est-ce que préfa, juste les éléments en béton, donc, je sais pas, prédale, tout ça, tout ce qui se fait maintenant, et puis il y en aura beaucoup plus? Je pense qu'il y aura beaucoup plus, mais pas que dans le béton. Volume, peut-être. Pas que dans le béton. Okay. J'imagine que dans quelques années, maintenant, tu imagines, avec les imprimantes 3D, avec tout ce qui se fait, on va pouvoir peut-être faire des éléments de façade. Même il y a déjà des éléments de façade qui arrivent déjà tout près. À mon avis, ça va être ouvert sur beaucoup de choses. D'accord. Pas que sur le béton. Ouais, pas que sur le béton. Parce que moi, ça me fait penser à Hors-Site. Je sais pas si tu... Ouais. Hors-Site de Pierre Chazal. Ah non, Hors-Site Pierre Chazal, c'est que lui, il a développé un... Bah, c'est un peu lui qui a développé un peu ce terme, hein, Hors-Site. Parce que lui s'est inspiré d'un système de construction qu'il faisait déjà en Angleterre à quelques années en arrière. Et il disait ça off-site. Et c'était en fait, il faisait des carrément comme des petits appartements en fait en préfabriqué. Si tu veux. Ouais. Carrément tout, c'est-à-dire que tu coules ton premier dallage ou radier ou ce que tu veux. Et oui, ils arrivaient carrément à poser quelque chose. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, ça se fait déjà depuis des années pour des salles de bain. Ouais. Voilà. D'ailleurs, il y en avait. Salle de bain préfabriquée avec tout qui arrive déjà fini. Je pense que la préfabrication va arriver. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on perd du métier, est-ce qu'on perd pas de métier? Tout est... Ça, c'est à discuter, ça. C'est pas à mon à dire. Par contre, le métier de la construction va évoluer et les gens vont devoir, je pense, selon moi, être de plus en plus polyvalents. Ah bah, ça c'est clair. Et si on parle dans tout ce qui est avenir, en effet, donc moi je traduis l'avenir comme du digital aussi, parce qu'on doit passer par cette phase de digitalisation finalement. Le secteur de la construction, c'est pas un secteur qui est le premier dans la digitalisation. Non. Voilà, hein, on est un peu assez en retard pour le coup. Et moi je pense typiquement, quand je vois l'avenir, je pense au BIM. Voilà, je pense à des trucs, alors voilà, des projets en Suisse qui ont été faits comme ça. C'est de se dire comment est-ce que voilà, Enero Group ou même d'autres peuvent penser que le BIM puisse faire avancer la construction, sachant que de prime abord c'est fait pour des gros bâtiments, pour des grosses choses. On ne fait pas ça pour une maison. Mais voilà, mais après, est-ce que ça, selon toi, ça fait partie d'une des phases aussi qui fera que justement l'avenir de la construction, tout simplement? Selon moi, ça fait partie de l'avenir, effectivement. Le BIM, j'ai eu la chance de pouvoir en faire sur certains chantiers. Aujourd'hui, je trouve même qu'à un moment, il faut arrêter de dire on fait en BIM ou on fait pas en BIM. Non, c'est on fait en BIM et puis on n'en parle plus. Par contre, c'est vrai que c'est cher. Je pense que tout le monde n'est pas encore
côté, hein, donc toute l'organisation autour du BIM. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes du domaine de la construction qui utilisent le BIM. Et on doit pouvoir l'utiliser dans des maisons. Le BIM, ça permet d'optimiser aussi. Ouais, c'est juste. Ouais. Donc si on optimise un gros bâtiment, il faut aussi optimiser les maisons. Pourquoi optimiser juste pour des gros investisseurs et pas pour des petits aussi? Après, je pense que là, en effet, on parle de tout ça, mais l'optimisation, elle est d'autant plus importante. Plus, on va mettre de temps sur un projet, plus l'optimisation, elle a encore plus de sens, si je puis dire, que sur une maison. Mais je ne dis pas qu'elle est obsolète ou inutile sur une petite maison, mais pour le coup, sur un projet de 3-4 ans, il est clair que c'est... Voilà. Et pour autant, je pense, je reviens sur le coût. Alors, je n'ai pas en effet de notion de coût, mais pour autant, l'investissement, il est, je pense, initialement important. Mais derrière, on a, finalement, ça nous laisse un gain de temps considérable, finalement. Par rapport à si ça avait été fait, puis les erreurs. Ça laisse un gain de temps considérable à partir du moment où tous les acteurs de la construction jouent le jeu. Ça, c'est juste. Mais de toute façon. Ah, voilà, ça, c'est sûr, ça, c'est le grand sujet, ça, après. C'est-à-dire que si tout le monde est au BIM et puis qu'il y a un mandataire au milieu qui n'a pas le BIM, et ça fait de la perte de temps. Ça deviendra peut-être la norme après. Concrètement, le temps que ça rentre dans les mœurs, mais il faut le temps. Il faut le temps. Mais ça, c'est comme tout dans la construction, ça met un peu de temps à arriver les choses. Mais en effet, tu voyais, de plus en plus, de toute façon, déjà, tu parlais tout à l'heure des façades qui arrivaient donc en préfaites, on va dire, préfabriquées. On peut même parler sur les charpentes, les tailles, elles se font. En fait, c'est de la pose, quoi. Les gens font de plus en plus de poses et taillent pas, ou ne font pas forcément sur chantier, quoi. Après, donc, selon moi, il faut quand même garder. Comment dire, c'est important que les gens qui posent ne posent pas leur cerveau à côté. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est justement qu'on garde aussi la réflexion dans le métier, sur le chantier, la réflexion, et pour que ça soit gratifiant pour tout le monde. Ok, super, c'était bien ce petit aparté. Tu veux rajouter quelque chose, Greg? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas tous égaux par rapport à l'utilisation du BIM. Est-ce qu'on est aussi tous égaux par rapport à l'utilisation de la construction, concrètement? Aujourd'hui, on a de la chance, nous, d'avoir des matières premières et de pouvoir construire facilement. Mais est-ce qu'on peut peut-être rajouter quelque chose que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est le BIM, peut-être? Est-ce que peut-être qu'on peut expliquer un peu ce que c'est? C'est la modélisation 3D du bâtiment, mais si peut-être tu peux peut-être rajouter un petit détail dessus pour vraiment... Alors, je suis pas spécialiste. Ouais, spécialiste, mais juste... Mais en fait, c'est pouvoir... en gros, c'est que chaque architecte, ingénieur, mandataire, mettre dans un logiciel. Alors, est-ce que c'est un logiciel, si je dis des bêtises? Si, c'est ça, c'est un logiciel. En fait, il cumule les couches de plans dans un logiciel qui permet de faire le tout en 3D et qui permet en gros de voir les endroits où il y a des hicks. Voilà, ouais, bien sûr, c'est ça. Oui. Alors, non, mais c'est ça. Hein. Pour moi, c'est une partie. Je pense qu'on peut faire bien d'autres choses avec, mais c'est la partie que je connais à peu près. Ah oui, mais c'est clairement ça, de toute façon. C'est ça, et puis c'est aussi savoir quel intervenant on va faire venir en premier et pourquoi on ne voit pas... parce que des fois, sur chantier, on se rend bien compte qu'il y a des étapes qui sont faites de manière un peu trop rapide, et finalement, après, il faut détruire, il faut le refaire, et tout ça, ça coûte, c'est des heures de régie, c'est des trucs à la con, où on évite justement ça. Et ça, justement, c'est pour se prémunir de se dire, ok, pour faire cette réalisation, on a telles étapes, tel corps d'état qui doit intervenir, et l'idée, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, on a telle personne, de faire comme un planning, en fait, à travers, en effet, les plans qui sont faits, c'est même des plans très précis, parce qu'il y a vraiment tout qui est affiché, et l'idée, c'est de se schématiser et de montrer, en effet, un graphique et de se dire qui intervient quand pour faire telle étape, et elle est terminée, on ne revient pas dessus. Ça, je ne m'y connais pas assez, mais je pense que ça doit être faisable de sortir ça de sortir le planning une fois que tous les plans... Ah oui. Après, le gros du travail, ça reste des dessinateurs, toute cette modélisation. Après, je suis pas sûr que... Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Guillaume, là-dessus? Ouais, Greg. Greg, excuse-moi. Je te jure, je pensais à Guillaume, on voit des messages. Guillaume, arrête. Excuse-moi, Greg. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci.
Oui, bah en fait, comme on parlait de l'égalité par rapport au BIM, effectivement, aujourd'hui, l'avenir de la construction, c'est ce qu'il faudra aussi qu'on soit tous égaux par rapport à la construction. Je pense peut-être à des pays qui n'ont encore peut-être pas la possibilité de construire. Je pense après également à la transition écologique où quand ça va arriver, c'est pareil, on sera certainement pas tous égaux non plus parce qu'on n'aura peut-être pas tous la possibilité de pouvoir basculer. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de sujets, en tout cas, qui mériteraient à chacun une thèse, quoi, quelque part. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que Nathanaël est d'accord avec moi. Je pense que l'avenir de la construction, en tout cas pour Enero Group, elle va passer par l'humain, en tout cas. Et cette valorisation qu'on va pouvoir justement faire des équipes, de toutes les parties prenantes en fait de la construction. Et je pense qu'à terme, il faudrait que notre métier devienne presque un métier de service. Hein. On en parlait cette semaine. Et finalement, moi je vois comme ça en fait. Hein. Donc, c'est clair. Du coup, en fait, c'est bien, parce que là, ça bascule sur la prochaine question. Donc, c'est l'accompagnement à la construction. Quelle est votre vision là-dessus? Parce que c'est vrai qu'en fait, dans le service, vous accompagnez aussi certains managers, certains techniciens ou patrons même. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mélange de mes connaissances du compagnonnage et un mélange de mes connaissances de ce que j'ai appris, que j'ai eu la chance de travailler dans un grand groupe pendant des années, où j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, en fait, on s'aperçoit qu'il manque d'anticipation et d'organisation et finalement de chef d'orchestre sur les chantiers. Il manque un chef d'orchestre. On sait bien faire tout ce qui est des plannings. Il y a plein de gens pour faire des plannings. Par contre, après, pour les suivre, pour arriver à les suivre et faire que tout s'enclenche facilement, c'est pas si simple. Donc, je pense que, comme disait Greg tout à l'heure, rappelle-moi ta question. C'était l'accompagnement à la construction, quelle est votre vision? Pour accompagner à la construction, je pense qu'il faut mettre l'humain, ceux qui travaillent, beaucoup plus les valoriser, beaucoup plus, des fois, c'est pas obligatoirement par l'argent. Hein. Des fois, juste passer dire bonjour et un sourire, c'est déjà les valoriser. Mais voilà, pour moi, il faut plus valoriser les gens qui travaillent et plus anticiper et préparer, organiser et gérer son chantier. Tout à fait. Bien en amont. Bien, ok. Top. Quelque chose à dire là-dessus Ouais, je pense que ça permet aussi de pouvoir s'adapter aussi derrière au client, qui peut être aussi mis au centre de tout ça, pour lui offrir satisfaction et puis sérénité aussi, quoi, parce que c'est vrai que quand on parle gros œuvre, on tremble toujours un petit peu, quoi. On se dit ouais, voilà. Voilà. Sachant qu'on ne parle pas que de gros œuvres. Hein. Exactement, tout à fait. Ouais. Mais finalement, c'est la solution d'externaliser, finalement. Externaliser et de se dire, ok, une entreprise qui a tels souhaits mais qui n'a pas forcément les compétences, elle fait appel finalement pour se dire, ok, on va déléguer un peu cette partie-là parce qu'on n'est pas peut-être à même de pouvoir le faire ou techniquement on a mes connaissances et pouvoir faire confiance un peu, se dire, ok, s'il arrive quoi que ce soit, finalement, c'est pas de mon ressort. Mais voilà, finalement, pour que le projet aboutisse. Mais après, dans ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, ouais, faut que déjà dire bonjour, tout ça. Ça, je suis complètement d'accord, mais je pense qu'il y a peut-être des entreprises, en fait, elles ont des valeurs, peut-être, je dirais plus anciennes, ou je sais pas, elles voient un peu, des fois, les ouvriers, peut-être, je sais pas, peut-être un peu au rabais ou autre. Je pense qu'après, c'est peut-être une éducation aussi à donner aux nouveaux, quoi, qui arrivent finalement. Mais tout à fait. Je pense que c'est une éducation. Ça part du haut. On ne devrait pas dire en haut, mais bon, voilà, c'est comme ça part du haut. Et si le haut si celui qui est top manager montre l'exemple, en règle générale, derrière ça suit. Ou pas, mais souvent quand même. C'est la culture des boîtes, voilà ce que je voulais dire. Voilà. La culture d'entreprise, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le bâtiment, ou en tout cas, marketingement, je ne sais pas si ça se dit, on a compris. Où en fait ils ont un marketing pourri en termes de valorisation humaine. Ils ont tous un super marketing. Par contre, la réalité, c'est que y a encore des gens qui, quand tu passes à côté et que tu leur dis bonjour, ils disent oh,
tu dis bonjour. Ouais, surpris, finalement. Donc, voilà. Et c'est un exemple, hein, le bonjour, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, je m'aperçois beaucoup de gens sur le chantier qui sautent. On n'a pas l'impression qu'ils sont valorisés. Et d'ailleurs, leur comportement sur le chantier le montre. Quand on voit des problèmes de sécurité, c'est bête à dire, on ne parle pas de sécurité ici, mais quand on voit des soucis de sécurité sur le chantier, souvent les gars nous disent ouais mais on a l'habitude. C'est la punchline habituelle. Mais en fait on a l'habitude, c'est juste mon gars, prends un peu soin de toi, parce que ta femme elle a peut-être envie que tu rentres le soir. Ça c'est clair. Donc on a l'habitude, je suis pas sûr qu'il dise ça à sa femme. Et en fait c'est juste se valoriser. Mais je pense que c'est juste pour eux, il y a aussi ce côté où il ne faut pas montrer, pas de côté faiblesse, mais pas montrer. Un peu. Oui, c'est un peu des rustres, hein, les gars, un bruit de décoffrage. Et puis des fois, non, je vais pas faire ça parce que pour moi, c'est bon, je suis pas une fillette, c'est un peu, c'est bon. Et alors, c'est quoi qu'il soit à l'envers de la tour. Aujourd'hui, c'est jamais arrivé. Mais le jour où, et en effet, t'as raison parce que. Ah, mais justement, c'est problème de culture d'entreprise, parce que si le contremaître ou le manager, on peut parler de plusieurs secteurs, c'est lui qui doit amener un petit peu la danse là-dessus. C'est-à-dire qui doit montrer le bon exemple, je dirais. Parce que je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Bon, juste ce sujet-là, on peut en parler pendant longtemps. Ah bah oui, non, mais ça... C'était pas du tout pour dévaloriser ou quoi que j'ai dit ça, c'est juste pour moi, quand je vois un comportement comme ça, c'est pas un mauvais comportement, c'est juste que je me dis, tiens, là, il manque de considération. Et s'il manque de considération pour lui, c'est que quelque part on lui en donne pas assez. Bah, il est pas... Ouais, non, mais carrément, ça se rejoint. Parce que, voilà, hein, je pense que ça fait partie aussi des deux. C'est qu'un mec fasse bien son boulot, c'est ok, il fait bien son boulot, c'est bien, il en a les compétences, mais c'est bien en effet de le congratuler ou juste lui... C'est normal en fait, ça fait partie des choses, mais ça on fait peut-être pas assez. Quand c'est bien, c'est bien de le dire aussi. Quand c'est bien, il faut le dire, parce que souvent c'est bien, c'est normal. Quand c'est pas bien, par contre, c'est ça, ouais, tout à fait. Ça se rejoint. Alors ensuite, voilà, Enero Group, une entreprise de service de la construction. Tout à fait, au service du client. En fait, nous, on est au service de tout le monde. Notre client, moi, ce qui m'intéresse, c'est que notre client, nous cinq, ce qui nous intéresse, c'est que notre client, il soit le plus serein possible. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours et que tout le monde, et qu'on va réussir à faire un projet ultra serein. Non, seulement mettre des choses en place qui permettent de dire, ben voilà, c'est maîtrisé. D'accord. C'est maîtrisé, ou en tout cas, d'ailleurs moi le premier, je dis souvent aux clients, moi je ne sais pas tout, et si je ne sais pas, je vais me renseigner, et je vous donnerai l'info. Je reviendrai vers vous. Je vais pas dire que je sais tout, c'est pas vrai. Ah bah bien entendu, hein, franchement, on ne sait jamais tout de toute façon. En plus, surtout dans nos métiers, ça. Sur les 5, c'est moi qui connais le moins. Ah bah. Je suis pas sûr. Il est peut-être un peu modeste. Pour le coup, il est un peu modeste. Je suis pas sûr. Si tu me laisses sur le chantier, ça risque d'être un désastre. Je pense mais après, en même temps, la construction, elle évolue tellement dans tous les domaines, que ce soit des manières de faire, des nouveaux produits, des nouvelles méthodes. Ce qui fait qu'être à la page de tout, c'est difficile de se maintenir toujours au top sur tout ce qui se fait, finalement. Donc c'est clair que c'est pour ça que chacun a un peu son domaine ou son action au sein de l'entreprise et ce sur quoi on va dire il est très bon de manière à être le plus efficace possible. Ouais, puis trouver la bonne manière. Pour nous, vraiment l'objectif, c'est de vraiment pouvoir trouver la bonne manière, les bonnes choses à mettre en place pour que ça soit réalisable, mais aussi le plus simplement possible, quoi, quelque part. Ah oui, bien sûr. Pas compliqué de... il faut rester simple. Ouais. Dans la construction, même dans la vie de tous les jours, il faut rester simple. Des fois, on veut sortir des usines à gaz qui ne servent à rien, et finalement, quand tu restes simple,
c'est efficace. Oh bah franchement, il faut aller au plus simple. Hein. Franchement, dans le métier, il faut vraiment le plus simple. Ok. Ça fait pas la transition avec la formation, ça, ce qu'il vient de dire là? Ouais, un petit peu. Après, je suis cheminement qu'on s'était donné, mais c'est vrai que ça pourrait faire la transition sur la formation. On suit cheminement, on suit l'affaire. Il a son petit plan. Voilà, on a le petit plan. Donc là, pour basculer, j'avais fait plusieurs paragraphes. Donc le deuxième, c'est l'humain dans l'entreprise. Donc la première question, c'est l'éthique et les valeurs humaines dans le secteur du bâtiment, est-ce possible? Et peut-on améliorer la qualité, les coûts ou le planning grâce à cette manière de manager? Donc on revient un petit peu à ce qu'on disait. Alors moi je suis 100 000% sûr que ça marche. Sachant que je peux me tromper, mais en tout cas je pense, moi, avoir toujours essayé au maximum de mettre l'humain au centre de mon management. Alors des fois j'ai été ronchon, je pense, comme tout manager. Mais l'humain était très important. Et finalement, j'ai pas eu l'impression, j'ai même plutôt vu le contraire, parce que sur mes chantiers, on est perdu du temps. On a plutôt gagné du temps. Pourquoi? Parce que j'ai eu en tout cas l'impression que les gars me faisaient confiance et ils se sentaient soutenus derrière, dans le sens où, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que quand tu fais une faute, tu le dis, quand c'est bien, tu le dis aussi. Et tu peux dire, quand quelqu'un fait une faute, tu peux le dire. Par contre, c'est toi le responsable, le contremaître, le manager, le chef de projet, c'est lui le responsable. Donc, au-dessus, ça ne doit pas être les autres, ça doit être lui. Et ça, c'est très important. Mais ça contribue finalement à un élan de motivation global que personnellement déjà tu te donnes et que tu essayes de justement d'inculquer. Mais disons que passer un peu cette émotion ou cette envie d'être encore plus acteur de ton quotidien, quoi. Tout à fait. Et puis il faut savoir aussi expliquer aux gars ou aux gens de chantier comment on dit, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, les enjeux. Les enjeux. Des fois c'est un enjeu planning, et peut-être que ponctuellement sur ce chantier-là, il faut faire un petit effort. Si tu manages par l'humain, l'effort il sera fait plus facilement que si tu manages en disant tu fais comme ça et puis tu te tais. Oui, et c'est même, je pense, selon moi, il y a aussi ce côté participatif. Où finalement, quand on demande un peu ce que les autres en pensent ou quoi que ce soit, pour se dire, écoutez, voilà, je pense à telle situation, comment on met sur la table un peu les idées de chacun, et puis après, une décision en vient, bien évidemment, de tout ça, mais c'est, je pense que d'inclure tout le monde, ça responsabilise et ça les rend encore plus, concrètement impliqués, quoi. Mais ça, c'est clair et net. Hein. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, parce que j'ai vu, en ayant fait quelques boîtes dans mon passé de coffreur, je trouvais qu'il y avait beaucoup de meetings sécurité. Le quart d'heure sécurité, oui. Allez, attention, les chutes de plein, puis tout ça, c'était bien. Ça rappelle, ça fait des petits rappels. Mais moi, ce que je disais, c'est-à-dire que... Enfin, moi, c'est mon avis vraiment. Je trouve que des fois, il y a des entreprises ou des chantiers ou certains managers, je sais pas, ils cultivent toujours un certain occultisme sur l'avancement du chantier, de où ça en est, parce que peut-être qu'ils ont peur que les gars se reposent sur leur laurier, c'est mon avis, que c'est par exemple pour dire on est bien là, on est dans les temps, où on a un petit peu d'avance, qu'ils se reposent sur leur laurier, alors que je me disais toujours, pourquoi on ferait pas une réunion un peu par semaine où on réunit un petit peu l'équipe et qu'on explique et qu'on dit bon écoutez les gars, là on est dans la merde. Franchement, si on peut tout mettre d'une autre cette semaine ou pendant les 15 jours qui suivent, peut-être tirer un petit peu plus le soir pour reprendre de l'avance, etc. Et je trouvais que ça n'a jamais été trop fait. Enfin... Je pense qu'à partir du moment où on demande aux gens leur façon de voir les choses sur un problème X, on arrive à le résoudre. Moi, j'ai pas la solution, mais à 4, à 5, on a la solution. Ah oui, certainement. Hein. Ça tombe bien, c'est le nom de la radio. Non, mais c'est vrai qu'on se sent valorisé aussi, parce que si on ne donne pas la possibilité de donner justement la solution, tu vas rester dans ton coin et tu dis on va pas demander, moi je fais ce qu'on m'a demandé. Enfin voilà, on m'a demandé, on m'a pas demandé, je fais ce que j'ai à faire. Tu te sens pas inclus finalement. Exactement. Ouais.
Et le fait de te demander, effectivement, cerveau collectif, on est beaucoup plus fort aussi. Voilà, la petite idée peut amener à une autre grande idée, et puis bah, voilà, tous ensemble, on arrive à l'idée, on valorise. Quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'ego dans tout ça finalement? Parce que ça me fait penser un peu à la politique. Il n'y a pas de référendum en France, parce que les gens sont plus intelligents que nous, je pense. Parce que si tu donnes le pouvoir aux gens de donner des solutions. C'est pour ça qu'on a appelé la radio comme ça, d'ailleurs. J'ai pensé à ça. Sur le chantier, tout le temps là, comment on va faire là? J'ai la solution. Mais non, mais c'est vrai. Des fois, je me dis, c'est peut-être pour ça, en fait, que des fois, il y en a qui veulent pas... pour garder un peu, peut-être, je sais pas. Après, on n'est pas obligatoirement là pour parler de manager, mais... Ouais, bien sûr. Le manager, pour moi, c'est pas celui qui doit apporter la solution à tout. Il y en a qui vont penser le contraire, peut-être. Ce que je dis, c'est pas grave. Mais pour moi, un bon manager, c'est pas celui qui apporte la solution. C'est celui qui trouve dans l'équipe la meilleure solution. On s'en fout de l'ego. Le but, c'est quoi? Le but, au final, c'est que le client soit satisfait. Que ça soit fait le mieux possible et que dans les meilleurs temps et en qualité. C'est ça l'objectif final. Donc si c'est le maçon ou le manœuvre ou l'électricien ou peu importe qui a une bonne idée sur le chantier, mais qui l'apporte, tant mieux. Et là, c'est mon job d'aller le chercher. Et d'aller réfléchir et parler avec eux pour dire, tiens, comment on peut. Après, moi, je verrais dans le truc où je me dirais, moi, je suis un chef de chantier, j'ai un coffreur qui me propose une solution sur une problématique. Je suis quand même assez fier de mon équipe, quoi. Tout à fait. En plus. Après, là où la solution n'est pas obligatoirement dans son corps de métier, d'ailleurs. Hein. Ah oui, bien sûr, exactement. Ça peut être l'électricien, ça peut être le sanitaire, ça peut être le maçon, ça peut être... Et ça se trouve, le maçon a une bonne idée pour le sanitaire et vice-versa. Mais ça, on ne l'utilise pas assez. Non, et puis c'est un peu chacun son métier. On partage pas trop parce que finalement, c'est un peu chacun râle sur l'un et sur l'autre. Et de se dire, l'électro avance pas assez vite, le maçon coupe pas encore assez vite. Et c'est vrai, tout le monde se relance un peu la balle, même déjà là, sans aller plus loin. Et donc de se dire qu'aujourd'hui, travailler déjà ensemble, des fois, même s'il y a de l'entente, on ne demande pas pour autant l'avis. J'ai pas l'impression qu'on demande spécialement l'avis aux autres en disant, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, quoi. Non, pas assez. Voilà, à mon avis, on est plus chaque corps d'État le fait peut-être entre eux, mais ils sont pas tant à partager, ou même lors de séances, j'ai pas l'impression qu'ils se disent bon les gars, on a ça à faire. Ils lèvent pas tous la main. C'est là c'est au maçon de répondre. Souvent c'est ça. J'espère qu'on va y arriver à faire plus participer finalement tous ceux qui font partie de la construction que tu es en train de faire. Ok. Un mot à dire de plus, Greg, ou on enchaîne? Ça peut devenir la norme. C'est toujours pareil. Ouais, mais si on ne nous a pas montré... Ouais, c'est clair. Je pense que là, voilà, on peut montrer l'exemple et puis voilà. J'ai l'impression que ça va mettre du temps. Enfin, ouais, mais là, l'objectif, c'est vraiment qu'on gagne tous du temps et qu'on satisfaction client, les exigences du client et on gagne du temps. Donc finalement, si on gagne du temps... Là, non, mais pour changer... Non, mais pour changer quelque chose au chantier ou un état d'esprit ou un truc, mais ça met du temps, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais on en revient à dire ce que disait Nat tout à l'heure, parce que le chef d'orchestre, est-ce que c'est peut-être aussi à lui à ce moment-là de se dire tiens, ok, ici... Est-ce qu'on ne viendrait pas... Moi, je pose une question un peu comme ça, mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne se rendrait pas compte que y a une bonne partie des gens qui sont à la direction d'équipe ou quoi que ce soit, finalement, on va pas dire vieillissantes, mais disons que viennent d'une autre école, et peut-être un peu, peut-être une ancienne école, et puis se dire quand ces personnes-là, les nouvelles personnes qui arrivent ont peut-être une vision différente du chantier, et c'est peut-être aussi grâce à ces nouvelles générations ou quoi que ce soit qu'on va apporter une fraîcheur, on va apporter une nouvelle manière de travailler. Non, je sais pas, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. Je pense que tu as tout à fait raison. Les jeunes qui arrivent maintenant sur le chantier ont une autre façon de voir les choses, ont une autre mentalité. Ils ne voient pas la construction comme on pouvait l'avoir nous, ou même les plus anciens. Déjà, ça me fait penser, c'est bizarre, parce que je vais dire, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais les jeunes aujourd'hui, ils ne pensent pas qu'au boulot. Ouais. Alors que nous, notre génération,
on nous demandait de penser qu'au boulot, et du coup on le faisait. Aujourd'hui, on peut leur demander aux jeunes, mais ils le font pas. Donc ils sont peut-être moins bêtes que nous. On va pas forcément leur donner raison, mais oui, disons qu'ils ont un autre attrait, ils n'ont pas que... ils n'ont pas que le boulot. Et en fait, c'est là où il faut qu'on soit bon, c'est qu'arriver à les faire aimer leur métier, tout en faisant aussi autre chose. Parce que c'est vrai que l'ouverture d'esprit à autre chose, c'est aussi très intéressant. C'est même... voilà, moi, je ne l'ai pas assez fait, et je ne regrette pas parce que je n'ai pas à regretter, mais... sûrement que mes 20 prochaines années, je vais regarder pour faire pas que du boulot. Ouais, c'est clair, de se former différemment et tout. Donc, la prochaine question. La qualité et l'excellence professionnelle, le développement humain et la formation, est-ce une innovation ou une façon ancestrale de voir les choses? Ah, c'était cool ça. Ouais, je pense que là, si tu lances Nat sur sa formation, là, on va forcément, dans un premier temps, dire que c'est ancestral, je pense. Tout à fait. Dans un premier temps. En fait, tout ce que tu viens de dire là, c'est quelque part ce qu'on apprend dans le compagnonnage. Le compagnonnage, quand on regarde les premiers écrits, c'est aux alentours des cathédrales. Donc on peut dire que c'est plutôt ancestral. Et tout ce que tu es en train de dire là, c'est ce qu'on apprend chez les compagnons. À viser l'excellence. C'est un mot que les gens souvent n'aiment pas. Comment dire? Ils ont peur d'utiliser. Moi, j'aime bien viser l'excellence. Mais viser l'excellence, c'est quoi? Viser l'excellence, c'est prendre ce que tu es aujourd'hui et l'améliorer pour demain. C'est pas être le meilleur de tout. Meilleur que toi ou que toi, je ne vais pas arriver à l'être. Je ne suis pas toi ni toi. On est d'accord. Par contre, moi, tous les jours, je peux viser l'excellence, m'améliorer. Et je fais des pas tous les jours pour essayer de m'améliorer. Et trouver des moyens de m'améliorer. L'excellence, c'est ni plus ni moins que ça. Donc pour moi, bien sûr que c'est ancestral. Et d'un autre côté, on est tellement en train d'oublier ce qui est ancestral que finalement, ça devient innovant. Ouais, ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai en fait. Hein. Parce que ouais, tendre, enfin moi aussi, c'est plutôt ça. Faut toujours tendre vers l'excellence. C'est-à-dire, c'est logique quoi. Mais tu peux juste répéter la phrase parce que tu m'as fait une petite rupture là. Oui, par rapport au fait que ça soit ancestral ou innovant. Ancestral de par la formation qui est ancestrale, notamment la formation que tu as pu faire, Nathanaël, et puis d'autres, par rapport effectivement, mais également innovant par rapport au fait de pouvoir manager par l'humain, parce que ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps, en fait, quelque part, notamment, je pense que c'est les bases de ta formation, et qu'on a oublié, et comme on y revient, je pense que c'est là qu'on peut parler d'innovation à cette fois. En fait, si tu veux, je trouve même dommage, alors là, c'est pas une pub pour ma formation que je fais, pas du tout, mais... Non, on a le droit. Je trouve dommage, aujourd'hui, la différence entre le compagnonnage et une école X ou Y, c'est pas le métier. On peut apprendre le métier n'importe où. Il y a des très bons gars partout. Par contre, ce qui est la différence, c'est que dès que tu rentres dans le compagnonnage, on t'apprend à avoir un état d'esprit meilleur et à faire que l'humain grandisse, que ce soit les jeunes, que ce soit soi-même. Donc, c'est ça la différence. Et ça, on le retrouve dans le management d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent être managés dans ce sens-là. On peut leur demander de faire un effort. Par contre, derrière, il faut avoir un état d'esprit qui va les guider. Je pense que ça fait partie aussi de la remise en question, non? C'est la remise en question. Effectivement. Aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est ancestral, mais le management, en fait, c'est bizarre ce que tu es en train de dire. Parce que cette manière-là est ancestrale en termes de formation, par contre, en termes de management, elle est innovante. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et moi quand j'ai démarré, le management, c'était plutôt avec une claque derrière la tête. Donc ça a marché. Jusqu'à un certain point, ça a marché finalement. De toute façon, je m'en plains pas. Ouais. Mais c'est...
et c'est vrai, en fait, en termes de formation, c'est pas innovant. En termes de management, ça fait quand même quelques années que ça vient, mais il y a encore beaucoup de manque. Mais avant aussi, est-ce qu'on visait... est-ce que, je pense à l'époque, on travaillait pas peut-être pour viser tout le temps l'excellence ou autre, je sais pas, peut-être que... Ou on l'avait peut-être un peu, ou... En fait, tout dépend comment tu vois l'excellence. Est-ce que c'est l'ego est-ce que c'est l'ego qui parle d'excellence, ou est-ce que c'est tout simplement que tu souhaites faire le meilleur demain? Mais c'est abstrait finalement. C'est super abstrait. Là on peut aller très loin dans l'idée, mais c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que l'excellence? Ça peut être propre à toi, ça peut être propre à toi. Et dans les 4 là, chacun n'a pas la même notion. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait aujourd'hui c'est propre. Et en effet, je pense que l'excellence, elle vient par certaines méthodes, comme la remise en question, essayer de faire du mieux de soi, ou en effet arriver à se remettre en question sur des manières de faire, des procédés, comment en fait c'est toujours ça, comment se dire j'ai une étape où j'ai des problèmes, qu'est-ce que je peux faire en mieux, et je pense que sans ça, je pense qu'elle est globale, quoi. À chaque fois, l'excellence, elle n'est pas unique. De toute façon, c'est pas une personne qui amène l'excellence, c'est un groupe, et ça revient à ce que tout à l'heure on disait tous sur le côté managérial, où finalement l'excellence d'une équipe, c'est pas une personne, c'est une unité. C'est pas une unité en fait, c'est un groupe, un groupement de personnes. Et c'est là où on s'approche vers l'excellence de ce qui nous est fixé, bien évidemment, ou du quotidien, comme ça. Après, en fait, moi, je disais ça, c'était par rapport à l'époque, quand, par exemple, quand tu grandissais dans une ville, une petite ville, 5, 10 000 habitants, où bah, tu commençais à travailler dans une entreprise de maçonnerie, je peux remonter à 1950, par exemple. Et ben, je veux dire, tu n'avais pas trop de vision sur le monde, tu savais pas trop ce qui se construisait ailleurs ou autre, ou même fallait vraiment que tu te déplaces de toi-même pour voir ce qui se faisait ailleurs. Et aujourd'hui, maintenant, le monde, il est plus... je veux dire, on est tous connectés, donc forcément, on voit tout ce qui se fait. Et là, par exemple, on voit qu'il y a d'autres constructions, d'autres manières de faire, il y a d'autres choses dans d'autres pays différents. Et là, c'est là que je veux dire, en fait, qu'on peut se dire, ah bah tiens, eux, peut-être ils tendent plus vers l'excellence dans leur manière de construire, ou d'autres choses, peut-être que moi, ça m'intéresse. Aujourd'hui, maintenant, on peut travailler, je veux dire, avant, à l'époque, pour travailler dans un autre pays ou pour une autre entreprise, c'était quand même beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Internet et tout. Là, il faut que tu rentres dans la formation. Bien sûr. C'est pas, on n'y est pas encore. Mais presque. Parce que ça, c'est un sujet qui est très important. Parce qu'en fait, c'est le sujet. Ouais, bien sûr. C'est le sujet. Du coup, je déborde moi sur la formation, mais pour moi, aujourd'hui, c'est super important que chaque gars sur le chantier... Aujourd'hui, il y a des moyens. Tu as les téléphones, tu as Internet, tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur plein de sites où tu peux apprendre des nouvelles choses, que ce soit sur ton métier, que ce soit sur toi, pour grandir en tant qu'humain, que ce soit pour aider les autres à grandir, que ce soit sur des nouvelles manières de travailler. Tout à l'heure, on parlait d'innovation et pas d'innovation, mais justement de nouvelles façon de construire. En fait, on peut tout apprendre. Donc pour moi, la formation, elle se fait là. Elle doit se faire. On y reviendra après avec tes questions, mais c'est super important que les gens de chantier, on parle d'eux, donc je dis de chantier, mais les gens en règle générale se forment tout au long de leur vie. C'est pas parce qu'ils sortent de l'école qu'ils doivent pas être formés, qu'ils doivent arrêter de se former. Oui, continuellement. C'est pas un acquis, quoi. C'est juste qu'en effet, tu as raison. Même si la construction, on parle de la construction, donc pour le coup, où ça a des fois du mal un peu à décoller, puis on a certaines manières de faire, c'est toujours comme ça. C'est clair qu'il faut essayer de s'en détacher et puis de voir plus loin. Aujourd'hui, sur des chantiers, même en Suisse, même à Genève, on voit encore des alignements au fil de fer ou des alignements au laser. Juste ça, déjà. Et c'est juste une manière de faire qui est différente. Peut-être parce qu'on parlait tout à l'heure des personnes... formation, peut-être qu'on a eu cette formation-là, puis ils se sont dit, moi, toute ma vie, je ferai comme ça parce que ça marche. Très bien. Maintenant, entre-temps, il s'est passé 30 ans et aujourd'hui, il y a des nouvelles manières de faire. Les téléphones, tu dis, c'est vrai. Maintenant, de plus en plus, on peut scanner même sur des fiches techniques clients.
peut scanner pour voir comment faire. C'est juste super bien sur le chantier ou des trucs comme ça, c'est vachement bien. Mais ouais, c'est plein de... J'ai la régie qui vient de me contacter. Nathan, il faudrait que tu te rapproches un peu plus du micro. Voilà. La régie, même Monsieur Jordan, tous un peu plus, un petit effort. Donc voilà, désolé de t'avoir recoupé Jordan, je crois que non, c'est bon. Non, mais tu as fini ton propos sur les formations. Ok, pas encore. Donc là, c'est Organisation et bonnes pratiques, qui était le titre un peu d'émission sur les chantiers. Donc on commence avec cette question. Pour réussir un chantier, quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont les sujets abordés en amont et pendant la durée du chantier? Allez, soyons fous. Après, il y a plein de choses, mais je pense qu'il faut tout d'abord avoir des bonnes bases pour bien connaître les exigences de chacun. Je pense qu'en amont, ça nous permet en tout cas de savoir ce qu'il en sera pour tout le chantier, parce que les enjeux sont assez énormes. Et ça, je pense qu'on en a besoin au début, avant le chantier, on en a besoin pendant le chantier, et puis on en a besoin aussi après le chantier, en tout cas. Ça c'est selon moi quelque chose qui est hyper important et qu'on ne fait pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on démarre un chantier et souvent, on ne sait pas exactement qu'est-ce que veut le client. C'est quoi vraiment qu'il veut? Pourquoi est-ce qu'il fait cette construction-là? C'est quoi qui le pousse à faire je sais pas. Tu veux dire le but? Pourquoi le but construit ou pourquoi le but, mais alors, ok, si c'est que de l'investissement, d'accord. Mais quand même beaucoup de particuliers qui font des maisons, qui achètent un appart et qui ont envie, ils le font pour une raison. Ils le font pour une raison qui est souvent lointaine, peut-être parce que les parents, peut-être parce que ils ont vu les parents faire, peut-être parce que leur père leur a dit tiens c'est bien d'avoir une maison, peu importe. Mais c'est super important de questionner, on ne questionne pas assez le client sur le pourquoi du comment il veut faire cette construction. Ouais, c'est vrai que c'est important ça ça veut dire qu'il y a peut-être un manque de communication, peut-être? Il y a un manque de communication, c'est sûr, c'est clair. Parce que, en fait, aujourd'hui, quand tu sais, tu vois, en lui posant des questions qui peuvent être simples, mais est-ce qu'il a envie d'utiliser tel ou tel matériau? Est-ce que, tu vois, souvent, est-ce que les architectes, alors normalement, je pense qu'il y a des architectes qui le font, il y en a d'autres qui le font moins. Aujourd'hui, alors c'est peut-être pas. Moi, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est très important de comprendre exactement qu'est-ce que veut le client. Et après, justement, je sais lui dire, je peux faire ça ou je ne sais pas faire ça. Mais c'est là où intervient finalement le rôle un peu de conseil. Parce que là, peut-être qu'il y a des clients qui ont vraiment certaines compétences ou qui comprennent ce que c'est, tout simplement. Et il y en a peut-être d'autres qui ne savent pas, qui te disent, par exemple, tu parlais de rénovation pour du particulier. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça ressemble à un mur et qu'ils s'en foutent que ça soit en quel matériau. En mais fait, ça, c'est toi qui dis qu'ils s'en foutent. Non, mais il y en a en fait, il y en a justement où en fait techniquement ils en savent rien. Donc c'est bien en effet de connaître leurs besoins, mais après de leur apporter des solutions. Parce que c'est pas le coup de leur dire, moi j'ai envie de faire les murs comme ça, je vais le faire comme ça. Effectivement. Je pense que c'est au-delà. Alors ça rentre dans la communication. Voilà. Ça rentre dans le questionnement. Voilà, vous voulez un mur comme ça, vous voulez un sol comme ça, vous voulez. Bien sûr. Et mais comment est-ce que vous voyez comprendre exactement ce qu'ils veulent, pourquoi. Alors effectivement, si c'est de l'investissement et qu'ils veulent juste louer, ils cherchent une finalité. Mais ils cherchent quand même quelque chose. Il y a quand même sûrement des choses qu'il faut comprendre et il a sûrement dans la construction un endroit ou deux endroits ou trois endroits où il ne le laissera pas passer parce que c'est important pour lui. Mais ce qui est important pour toi n'est pas obligatoirement important pour moi. Ouais, c'est juste. Et là, pour que ça soit vraiment constructif, je sais qu'on va avoir pas mal de chefs de chantier, même de jeunes chefs de chantier de maçonnerie, puisqu'on a quand même une bonne communauté dans le coffrage, et qui vont regarder. Si par exemple, toi, tu avais des conseils à leur apporter à comment vraiment préparer leur chantier, comment les entamer, qu'est-ce qu'il faut faire attention, est-ce que peut-être tu aurais quelques conseils, quelques astuces à leur apporter? Moi, que ce soit en Suisse ou en France. Pour moi, ce que je trouve qui manque le plus sur les chantiers pour pouvoir améliorer l'organisation,
c'est franchement faire des plans méthodes. C'est prendre... il faut avoir le temps de le faire, hein, je suis d'accord. Hein. De temps en temps, on arrive, on te donne le dossier, on te dit tiens, tu démarres demain. Mais le plus souvent possible, si tu veux gagner du temps, que tu sois chef d'équipe, tu vois, c'est quand même chef d'équipe, tu fais des murs, et ben, tu dois savoir exactement quel mur tu vas faire où le lendemain et même le jour d'après, voire la semaine. Le contremaître, lui, il est peut-être au mois ou à 2 mois. Et si tu sais que tu vas mettre ta première branche ici, ta deuxième là, ta troisième là, et que tu le dessines, ben tu vas peut-être voir qu'à un moment, ah mince, je suis bloqué pour telle et telle raison. Bon ben ok, ben je vais faire celui-là. Ça doit être clair dans ta tête. En fait, plus c'est fluide, plus c'est clair sur la semaine qui arrive, et plus tu vas gagner du temps. Et plus ça va être efficace. Parce qu'en fait, tu vois, ça m'arrive de discuter avec des coffreurs ou des sous-traitants. Et en fait, je leur dis, mais vous savez qu'est-ce que vous allez coffrer comme dalle demain ou après-demain? Ah non. Comment tu peux ne pas savoir? Il faut préparer, il faut penser aux hommes que tu vas avoir, il faut penser au coffrage que tu vas faire. Ouais, c'est pareil pour tout. Et c'est pas juste au contremaître à penser à tout ça, parce qu'il a bien d'autres choses à penser, le contremaître. Et normalement, le chef d'équipe, ou même le maçon qui fait office de chef d'équipe, eh ben, il doit être capable, lui, de rester peut-être 10 minutes le soir et dire tiens, ben, peu importe, ou de discuter avec le contremaître. Souvent, ils le font en discussion. Mais c'est pas palpable. Tu vois pas sur un plan. Pas sur un plan. Et dans une ancienne boîte avec qui je travaillais, j'avais la chance d'avoir le temps de faire ces plans méthodes. Comment est-ce qu'on va faire? On sait qu'on découpe c'est tout bête, mais faire un cycle de mur, un cycle de dalle, aujourd'hui, je vois peu qui le font. Donc ouais. Pourtant, eh ben, c'est vrai que quand tu fais ton cycle, que tu prends les plans à la maison et que tu découpes, parce que bah ouais, tu le fais pas sur le chantier, parce que tu es un peu motivé, et puis voilà, t'es motivé, tu as envie de le faire, bah, tu prends les plans à la maison, tu fais ton découpage, tu mets tes couleurs, tu dis je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, et puis le lundi matin, tu montres ça au contremaître et tu lui dis voilà ce que j'ai prévu. Donc préparer sa rotation de banche quand même. Rotation de banche, sa rotation de... quoi. Et en fait, en réfléchissant, en prenant le temps de cette réflexion, et c'est vrai que c'est un temps, alors est-ce qu'elle devrait être donnée dans les heures de travail? Ça, tout est discutable et tout, voilà. Mais il manque ce temps, pour moi, en fait, beaucoup de gens du chantier ne prennent pas ce temps-là d'anticipation et de réflexion de tiens, comment ils vont faire. Ils arrivent sur la tâche, tiens, comment ils vont faire. Ils s'aperçoivent qu'il manque ceci ou il manque cela. C'est dommage. Ouais, Après, c'est pas une critique. Ils ont été habitués comme ça et pas de problème. C'est juste que tu me demandes ce qu'on peut améliorer. Ça, pour moi, c'est une vraie amélioration. C'est peut-être... Moi, ça me paraît évident, mais je vois que c'est pas si évident que ça. Moi, je pense que c'est surtout en fait, c'est plutôt en termes de conseils, puisque je pense qu'il y en a qui vont arriver, qui vont prendre des postes de chef de chantier, peut-être qui viennent sortir de l'école ou des choses comme ça, ou peut-être de chef d'équipe qui sont un peu perdus. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est des bons conseils, quoi. Après, je pense qu'il faut, ça paraît aussi super important de continuer à demander à l'entreprise d'être formée régulièrement. Que ce soit sur des nouveaux outils, que ce soit sur des... peu importe, sur du coffrage, sur on parlait d'ILTI tout à l'heure, sur des machines. Aujourd'hui, combien de fois on te dit tiens, ben, prends la machine et puis va percer là-bas. Ok. Alors il y en a plein qui savent le faire parce que ça fait des milliers de fois qu'ils le font. Puis il y en a d'autres, c'est la première fois qu'ils prennent la machine dans les mains. Et puis, des fois, les blessures, ça arrive vite. Oui, parce qu'après, on a tout l'aspect plan, mais on peut aussi aller sur place à cet endroit-là et dire, ben tiens, comment tu vois la chose? C'est aussi très bien.
pense que... C'est aussi très bien. Alors, c'est clair. C'est même très important d'aller sur place. Après, j'avoue que bon, les journées s'allongent après. Après, on étire le temps. C'est vrai qu'après, il faut composer. Si on peut, c'est mieux aussi. Enfin, c'est bien aussi. D'aller voir, tiens. Après, des astuces bêtes. Hein, moi, chef d'équipe, je prenais un coup de spray quand je pouvais. Je me disais, ben voilà, la manche, elle va de là à là. J'en marquais au sol les manches qui allaient. Et comme ça, les gars, le lendemain, ils savaient, tiens, c'est là, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Après, il y a plein de petits il y a des petites astuces aussi. Après, bon, après, non, mais... C'est ma solution la meilleure. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est une solution pour que les gars... En fait, il faut éviter de perdre le moins de temps possible avec les gars qu'ils aient... C'est bête ce que je vais dire. Ça dit le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il ne faudrait pas qu'ils se posent de questions sur une tâche comme ça. D'accord. En fait, il faut que ça soit juste anticipé, compris par tout le monde, et puis que, en effet, cette tâche, elle semble normale et simple. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle découle un peu d'une suite, en disant, bah voilà, il y a eu telles étapes, là on sait, il a numéroté au sol, comme tu disais, un coup de peinture, un coup de spray ou quoi que ce soit, en disant, bah tiens, hop, on sait que le prochain mur c'est là-bas, on sait comment l'installer, et puis on y va, quoi. Et en effet, je pense que, encore une fois, je pense qu'on parle de méthodologie, en fait, tout simplement. C'est ça. C'est faut juste se passer les bonnes. Faut pas qu'une seule personne sache la suite. Faut que les gens s'intéressent de manière à savoir quel va être le prochain mur, quelle va être la continuité en fait du chantier. Et comment on va l'attaquer. Même si on n'est pas forcément concerné dans la direction des éléments ou de direction du chantier. Je pense que c'est tout le monde est. Non, ça va plus sur les étapes. Ça a du sens que tout le monde sache un peu comment ça va se passer. Plutôt que d'avoir le plan de matin à dire ah mince j'aurais pu faire ça hier et je l'ai pas fait quoi. Donc c'est un peu de la perte de temps. Donc si on le sait auparavant. C'est bizarre ce que tu dis, mais ça me fait penser à quelque chose. On a un métier d'équipe. Et on n'utilise pas assez l'intelligence collective de l'équipe. Tu dis c'est finalement une équipe de maçons quelle qu'elle soit, c'est finalement à un certain moment un peu individualiste. Bah ouais, de toute façon. Sur des prises de décision Ok. T'as les chefs d'équipe qui prennent Alors c'est peut-être pas tous, hein, il y en a peut-être qui font le job de voir avec leur équipe, mais j'en connais pas beaucoup qui disent tiens demain on a tout ça à faire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des axes d'amélioration? Est-ce que vous avez vu que hier on a fait comme ça, est-ce que demain on peut faire différemment? On a vu qu'on a perdu un peu de temps là-dessus, est-ce qu'on peut en gagner un peu là? Enfin, et finalement on se rend compte que on a un esprit d'équipe, mais il n'est pas assez développé. Faut s'intéresser en fait, faut s'intéresser au client, mais s'intéresser aussi à son équipe quoi, quelque part, savoir comment est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il projette, c'est s'intéresser à. On a vraiment on a encore beaucoup de travail dans notre secteur. Donc pour continuer, la réussite d'un projet de construction doit se juger par le bénéfice, argent gagné. Quelle est votre vision? Bien sûr qu'il faut gagner des sous. On gagne du pognon, c'est tout bon. C'est clair, il faut gagner des sous. Le client, il est là pour gagner des sous. Les entreprises, elles sont là pour gagner des sous. Tout à fait. Les gens qui travaillent sur le chantier sont là pour gagner des sous. Si possible, avoir une petite prime à la fin. Enfin, donc, bien sûr qu'on est là pour gagner des sous. On est là. Pour moi, on est là pour satisfaire le client. Déjà, ok. Mais on est aussi là pour se satisfaire soi. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un chef d'équipe qui m'a dit je suis fier de faire un chantier comme je suis en train de faire là. Ça m'a fait plaisir. Parce que il me dit tiens, on n'empile pas des piliers, des dalles. Et il n'y a pas que l'argent. Il y a la qualité, il y a la satisfaction de chacun, il y a la contribution à un projet. Il n'y a pas que l'argent. Bien sûr que si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne peux pas faire de projet. Non, mais ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'après, il y a tout qui va autour. Il y a l'aspect sécurité aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de petits... Il y a plein de choses aussi qu'on peut voir la réussite un peu... Bien sûr. Moi,
pense qu'un chantier qui réussit, c'est un chantier qui n'a pas d'accident. Hein. Déjà, ouais, premièrement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans l'extrême, mais un chantier où il n'y a pas d'accident, où tout le monde est rentré à la maison chaque soir en bonne forme, qui se passe bien en termes de planning. Des fois, ça doit répondre un peu à ta question. Des fois, moi, je l'ai fait, ça. C'est-à-dire que mes chefs me donnaient un planning à, je sais pas, finir en janvier, par exemple. Et moi, tout seul, je me disais, il faut que je finisse. Mais ça, c'est l'ego. Je me disais, tiens, il faut qu'on finisse en décembre. Donc eux, tu vois, ils avaient déjà pris leur marge. Puis moi, j'en prends encore une. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres derrière qui prennent encore un peu. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, on se met des auto-shoots tout seul. On parlait de sérénité tout à l'heure. Si le client, c'est quelque chose de primordial pour lui et qu'il faut qu'il rentre dans sa construction le plus rapidement possible, ben bien sûr que le planning, ça va être la priorité. En plus, s'il fait participer la société qui est derrière et qui lui donne un peu d'argent. Mais des fois, c'est pas ça du tout. Des fois, le client il te dit, moi, que je rentre au mois de mars ou au mois de juillet, je m'en fiche. Et la société, ou peu importe qui, à un moment, il y en a un dans l'échelle de la construction qui dit, ah ben, on va le faire. Non, on finira en avril. En fait, pourquoi? Alors que le client, ben lui, et c'est là où ça rejoint le questionnement du client qu'on parlait tout à l'heure, peut-être que lui, sa priorité, c'est une qualité différente, c'est peut-être justement qu'il n'y ait pas de sécurité, c'est peut-être que faire attention aux normes plus que d'habitude pour X raisons. Je sais pas. Mais des fois, on se met des autogols tout seul pour pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. C'est juste qu'il faut, encore une fois, faut pas répondre à... Enfin, faut pas prétendre connaître la réponse, quoi. Non. Et après, alors c'est sûr, hein, bien sûr que les grues, un mois de plus de grues sur le chantier, un mois de plus de centrale à béton, un mois de plus, c'est vrai que tout coûte. Ça coûte. Donc, mais par contre, est-ce que normalement c'est pas prévu? Si ton planning il allait jusque-là, normalement c'était censé être prévu. Si c'est prévu, est-ce que c'est qu'on va perdre ou est-ce qu'on sait qu'on va moins gagner? Après, c'est juste où est-ce que tu mets le curseur en fait? C'est parce que tout à l'heure tu disais que ça soit décidé de finir plus tôt, mais est-ce que déjà ça a du sens et à quel prix finalement? Encore les équipes finalement, c'est bien beau, les équipes derrière, c'est elles qui vont sur chantier, c'est elles qui font en sorte que ça avance. Si derrière on parlait de reconnaissance ou tout à l'heure, je dis pas, c'est pas parce qu'on va parler de reconnaissance qu'il faut aller tranquille, mais c'est juste se dire ok, la compréhension du travail, quoi, tout simplement, et l'épuisement ou bien sûr comme ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'est pas dans un monde de bisounours et on en est totalement conscient. Mais il y a quand même une réalité qui, il y a des choses qui sont importantes pour le client, pour l'entreprise, et le but c'est de trouver le juste milieu pour que tout le monde soit le mieux possible. Trouve son compte. Je pense pas que ça soit que l'argent. Pour le coup, je pense pas que ça soit que l'argent. Je pense que la récompense ou le bénéfice, il peut être humain, il peut être de différentes manières. Le côté pécunier, c'est une chose, mais tout le monde en a besoin, c'est clair. Maintenant, je pense pas que ça doit être primordial. D'accord. Ok, donc on va enchaîner. Quelles sont les étapes et indicateurs à suivre pour une construction efficace? Peut-être Greg, tu fais entamer? Ouais, Greg, il va parler. Ouais. J'étais bien là. Pour une construction efficace, je pense que c'est vrai qu'on peut parler du timing qui est souvent le fil rouge, on en parlait tout de suite. On a l'ambiance en tout cas qui peut être très très importante aussi parce que je pense qu'on peut aussi gagner beaucoup de temps avec une bonne ambiance, mais aussi la bonne communication qui va faire que derrière, si on a une bonne communication, on sait où est-ce qu'on va également. Et je pense que pour bien goupiller ces étapes, la communication elle sera très très importante en tout cas. Donc ça veut dire ça, c'est peut-être une des clés à bien toujours trouver, on va dire, le bon outil, la bonne chose pour bien rester en contact
bien communiquer avec les parties prenantes. Exactement. Je pense que là, on est vraiment de toute façon sur la communication. On est vraiment sur une partie communication. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la com, tout le monde en fait, tout le temps, non verbal, verbal. Le truc, c'est que on en vient à des fois, encore une fois, on en vient à la faire de manière à ce que nous, on pense qu'il a compris. C'est ça le truc. C'est exactement ça. Et là, en fait, moi, je vais te dire, bah, tiens, tu te souviens le mur? Ouais, bon, bah écoute, tu fais comme ça. Ok. Puis en fait, toi, tu vas dire, ouais, bah attends, le mur, donc c'est l'autre dont il me parle. Et en fait, toi, tu vas arriver, et puis demain, tu vas te prendre une chasse comme jamais parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Et le truc, c'est juste que la communication, elle doit être comprise et validée par les deux. Et c'est là où on disait tout à l'heure, c'est pas uniquement ce que toi, tu penses que la personne a compris. Et c'est vrai que c'est hyper important. Dans les différentes étapes qu'on a citées, que tu as citées tout à l'heure, elle est partie prenante de chacune des étapes. Parce que sans ça, tu fais rien. C'est clair. Un mot là-dessus, Nathanaël? En fait, ta question, elle est plutôt énorme. Hein. C'est sûr que là, on peut... Si tu détailles point par point, déjà tout ce qui peut aider le client en phase amont, en phase réflexion du projet, avec les architectes, avec les mandataires, avec la partie juridique tout au début. Et puis après, en phase construction, on en a déjà bien parlé, je pense, avant. Le BIM va rentrer dedans, dans tout ce qui est aussi optimisation de la construction. Voilà. J'ai rien trop de plus à rajouter. Je pense que la communication est... Une des clés... c'est la clé. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils ont dit, et moi le premier, ça m'arrive tous les jours, je dis quelque chose, je pense que l'autre a compris, et finalement, ça a mal été interprété, quoi. Peut-être pas compris, parce que, pour X raison, parce que je me suis mal exprimé, ou parce que je ne suis pas allé poser la question, tiens, est-ce que, ça paraît bête, hein, mais reposer la question, tiens, est-ce que tu peux me réexpliquer ce que je viens de te dire, parce que être sûr que je comprenne, ça paraît bête, mais c'est pourtant super efficace. C'est pour ça que la reformulation, des fois, c'est bien. Bon système de vente, au passage. Jordan. Tout à fait. Alors, ensuite, comment répondre aux exigences des délais tout en assurant la qualité de la construction? Ça, je pense qu'on en a bien parlé. Pour moi, c'est optimiser tout ce qu'on peut, le temps, les méthodes. On n'a pas trop parlé de propreté du chantier, mais ça en fait partie. Plus ton chantier est propre et bien rangé, plus tu sais où tu dois aller chercher telle armature, tel coffrage, tu le ramènes au même endroit, plus c'est organisé, et plus ça va être simple, et plus tu vas être efficace. Les cheminements bien c'est bête, hein, mais les cheminements bien mis, bien positionnés. Si c'est pas avec un tapis, on s'en fiche du tapis, mais au moins que ce soit visuel par quelque chose. Est-ce que c'est du spray? Est-ce que c'est... Mais voilà. Et en fait, ça fait partie aussi de l'optimisation. C'est pas que, hein, tout ce qu'on a dit depuis le début font partie. Ouais, bien sûr, ça en fait partie, ouais. Mais c'est vrai que ça, le rangement de chantier, tout ça, c'est vrai que c'est... c'est quand même... Et c'est dommage de ne pas avoir des plans d'installation de chantier efficaces. Quand je dis efficace, c'est-à-dire que souvent, tu as un plan d'installation de chantier en phase, on va dire, terrassement, tu en as un autre en phase gros œuvre, et il est là, il est sur le mur, et puis il ne bouge pas. Alors il y en a qui bougent, hein, je dis bien, il y en a qui font évoluer leur plan d'installation, il y en a d'autres, ils restent comme ça. Comme ça, ouais. Mais en fait, s'ils restent comme ça, il ne sert à rien. Autant pas faire de plan d'installation. Ton plan d'installation de chantier, il doit véhiculer la réalité du chantier. Donc si tu as tel endroit, tu as de l'acier pendant 3 semaines et puis qu'après tu as du bois, et ben, il faut que tu colles une étiquette qui dit bois quand il n'y a plus d'acier. Enfin, tu vois. Sinon, ça sert à rien. Et le plan d'installation de chantier, pour moi, il n'a rien à foutre dans le bureau du contremaître. Il faut qu'il soit affiché de façon que les gars de chantier, ils le voient. Dans un truc qui ferme et qui ouvre là, et qu'on peut mettre à jour, et que quand ils arrivent, on puisse leur dire. Tout à l'heure, on parlait d'optimisation. Je vais en reparler. Combien il y a de
chantier où le gars, tu vas pouvoir me dire, où le gars il arrive et où on lui fait faire le tour de chantier, en lui montrant où c'est les baraques, en lui expliquant, tiens, ben, on en est à telle étape, tiens, ben, il y a les enjeux du chantier, c'est ça, tiens, ben, là-bas, on fait une partie réno, là on fait une partie neuve, toi tu vas travailler à tel endroit avec telle équipe. On passe 1 heure avec le bonhomme à lui expliquer qu'est-ce qu'il va faire. Mais c'est vrai qu'il y en a pas, il y en a pas beaucoup. J'en ai vécu quelques-uns, ça c'est vrai, avec quelques contremaîtres qui avaient compris beaucoup de choses. Ça, je dis bien, qui ont compris beaucoup de choses, qui arrivaient, qui te faisaient vraiment un onboarding, on dirait, tu vois, ils arrivaient, ils te montraient vraiment tout. Ils disaient, ouais, on fait ça, et puis après, ils te posaient des questions, qu'est-ce que tu sais faire, tout ça. Donc, vraiment, les mecs, ils étaient vraiment intéressés pour faire évaluer les choses. Et en fait, tu te rends compte que dans la tête de certaines personnes, c'est de la perte de temps. Mais en fait, c'est juste un gain de temps énorme. Non, mais parce carrément. Que quand la personne sait qu'est-ce qu'elle va faire, où elle va, qu'est-ce qui se passe à tel endroit, ben, tu gagnes du temps énorme. Quand tu lui, ne serait-ce que lui expliquer le plan d'installation de chantier, tiens, attention, c'est pendant les 2 ou 3 prochaines semaines, tu vas trouver le bois là, le coffrage là, l'armature là, tu vois. Après, c'est des process. Hein. Même par rapport aux exigences du client, quelque part. Parce que tu as pu comprendre quelque chose, puis là, en fait, tu peux te dire, tiens, le client, là, il le veut que ça soit comme ça, vraiment comme ça. Et comme la question était basée sur les exigences, je pense que ça peut aussi participer à la bonne base. Oui, c'est clair. Moi, juste un mot sur la partie exigence. Finalement, tu parlais que tout soit bien rangé. En effet, ça a clairement du sens. Et c'est juste, tu parlais tout à l'heure de chantier propre. Mais c'est juste aussi, c'est un élément d'accident, en fait, tout simplement. Ah, mais c'est accidentogène. Les chutes de plein pied, je crois que c'est les premiers en chantier. Et c'est juste con, en fait, ces accidents-là. Et puis finalement, encore une fois, ça reprend à ce que vous venez de dire, hein, clairement. Mais l'idée, c'est pas juste, on va dire, tout ce qui peut être ferraillage ou bois à mettre au même endroit, c'est même finalement nettoyer l'espace de travail, tout simplement. Ça peut être con, mais en fait, les chevilles ou t'as beau travailler avec des chaussures hautes, quoi que ce soit, c'est que des éléments supplémentaires qui vont faire que, quoi. Il peut y avoir des suites et c'est con pour un truc que tu aurais pu ramasser ou mettre à la benne ou quoi que ce soit. Donc ça fait partie du rangement de chantier, je pense, et de l'optimisation. Parce qu'en soi, ça fait peut-être une erreur de moins, un risque de moins, quoi, simplement. Clairement. Alors ensuite, pour continuer, une petite question que j'aime bien. Donc c'est, peut-on associer travaux et sérénité? Alors celle-là j'aime bien. Alors celle-là c'est une bonne petite colle. Est-ce qu'on peut ou pas? En fait, je pense que oui. Mais tout dépend comment tu veux. Mais c'est clair que si être serein, c'est être sous les palmiers avec les doigts de pied en éventail à côté de l'eau, non. Ça c'est pas possible. Tu vas pas arriver. Ça faut pas rêver. Par contre, si être serein, c'est se dire les choses, être franc les uns avec les autres, c'est trouver les meilleures possibilités du moment. On parlait tout à l'heure on est une équipe, donc en fait, par rapport à une problématique, on a tous une manière différente de voir les choses et on arrive à trouver des solutions. Pour moi, c'est ça la sérénité, c'est faire que ce soit ton client, que ce soit le client général de l'entreprise, de la construction, enfin l'investisseur, on va dire, le maître d'ouvrage, que ce soit le maître d'ouvrage, que ce soit l'entreprise générale, que ce soit les architectes, les ingénieurs, les gars sur le chantier, tout le monde a envie d'être serein. Et pour moi, être serein, c'est mettre toutes ces petites choses qu'on parle depuis le début en application. Ni plus ni moins que ça. Parce que un client, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on lui apporte une solution à une problématique qu'il a. 1 ou 2 ou 3. Et après, il est capable, une fois qu'il a 3 possibilités, de faire un choix. C'est clair. Attention, vous connaissez l'histoire des 2 ou 3 possibilités. Hein. 2 possibilités, c'est un dilemme. 3, c'est un choix. Ok. Je méditerai. Non, c'est vrai en plus. Et du coup, sympa. Écoutez, peut-être que... Parce que là, ça fait
plus d'1 heure, je pense pense. Est-ce que dans le planning de tout le monde, est-ce que c'est bon? On continue un petit peu ou pas? Non, ça va. On peut encore, On peut encore continuer. Jordan, c'est bon pour toi aussi? Ouais, vas-y. Ok. Donc là, on a fait... Si vous voulez rajouter... C'est plutôt à eux qu'il faut demander. Ah, mais ils sont là, ils sont devant la télé, devant la PC, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Ouais, Greg? moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la réussite, parce que c'est vrai qu'on la globalité des thématiques qu'on a abordées, ça parlait justement de la réussite du chantier, d'éviter l'accident. Mais je pense que le gros de la réussite, c'est de se dire, est-ce que finalement, on serait recommandé? Je pense que ça, c'est important, quelque part. Quelque part, si la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que vous nous recommanderiez à la fin de ce chantier? Si la question elle est non, c'est-à-dire que le chantier pour moi c'est pas un chantier réussi. Et je pense que si la réponse elle est oui, à ce moment-là, là on peut commencer à être content. On peut commencer à être satisfait. Et il faut aller plus loin dans ce que tu dis. C'est est-ce que vous me recommanderiez, et surtout vous me recommanderiez pour quelle raison? Pour quelle raison, exactement. Ouais, tout à fait. Parce que c'est bien de dire, oui, vous êtes, tiens, ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que pour vous c'était bien? Parce que c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Ouais, c'est avoir un vrai feedback avec un peu de détail. Dire on est bon, on va rougir, on va se claquer le cul par terre et puis c'est tout quoi. Alors que réellement, ce qui nous importe, en tout cas à nous, c'est savoir pourquoi. Sur quoi on a été bon et sur quoi on a été moins bon. Et comment est-ce qu'on améliore l'endroit où on a été moins bon et comment est-ce qu'on améliore l'endroit où on a été bon. Quelle est l'adresse du prochain chantier? Non. Ça peut être... Tout à fait. Alors là, on a fini ce paragraphe sur organisation et bonnes pratiques. Donc du coup, la petite pause pub pour Sigma. Donc voilà, donc pour tous ceux qui cherchent du travail à Genève ou à Lausanne, on va dire, dans la Suisse globalement, je vous invite à regarder en lien. Il y a le site internet de sigma.tech. Donc, d'ailleurs, on est dans le bureau de Sigma avec Jordan. On travaille chez Sigma tous les deux. Donc, on a des offres d'emploi sur le site. N'hésitez pas à regarder, à postuler. On vous rappellera. Et puis même, vous pouvez consulter sur la page Infactus ces offres d'emploi qu'on a déjà. Elles sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à postuler, à envoyer des messages, à poser des questions. Et on se fera un plaisir de vous rappeler, de vous aiguiller et de vous proposer les meilleures missions. Donc voilà, c'était la petite pause pub. Donc maintenant, petit point d'amélioration. La prochaine fois, tu prends une petite télécommande, tu mets une petite musique en même temps que tu parles. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais il y a quelqu'un qui doit s'occuper de la régie, mais il n'est pas là. Donc on fait avec les moyens du bord. Alors ensuite, là on va attaquer parce que moi un sujet que j'aime beaucoup, donc c'est diplôme et formation. On en a beaucoup parlé. Donc pour commencer, est-il nécessaire de continuer à se former dans le bâtiment? 100 000% oui, bien sûr. Et pour moi, c'est quoi la question d'après que je ne réponde pas à ça? C'est les diplômes ou l'expérience, que faut-il privilégier dans le bâtiment? En fait, pour moi, c'est... Je pense que je vais répondre aux deux en même temps. Ouais, parce que les deux se rassemblent en fait. De mon point de vue, on est d'accord, moi c'est 100 000% qu'il faut se former dans une école de... Alors on parle de construction, dans une école de construction, celui qui veut être maçon, électro, peu importe le métier. Bien sûr qu'il faut se former, il faut avoir son CFC, c'est super important. Parce qu'en fait, pour moi, il faut apprendre les bases du métier. La base. Et la base, elle est toute bête, mais pour le maçon et pour bien d'autres, c'est l'aplomb et la planité et le niveau. Une fois que tu as appris à faire la base, tu peux faire tout le reste. Tu sais qu'un mur, tu dois le faire d'aplomb et de niveau. Tu sais que quand tu fais c'est tout bête, mais non, là il n'y en a pas. Tu mets des spots, tu mets un cordeau pour les aligner. C'est des trucs tout bêtes. Mais voilà, pour moi, l'école, il faut qu'elle t'apprenne les bases du métier. Et tu bosses les bases pendant 2, 3 ans, 4 ans, le temps qu'il y a besoin. Et après, une fois que tu as fait ça, je dis une bêtise, pendant que tu fais ça, c'est important. Donc ça, c'est à l'école. Et sur le chantier, c'est important de aussi voler le métier. Quand je dis voler,
poser des questions, et puis voir aussi comment les autres y font. Tiens, c'est quoi leur astuce? Tiens, lui, il va vite, il a fait vite à faire ça. Il le fait bien en plus. Comment est-ce qu'il le fait? Et c'est super important. Apprendre à l'école, et puis sur le chantier, un peu voler, entre guillemets voler, hein, c'est pas... Voilà, mais regarder, observer ce que font les autres. Et ça, pour moi, c'est tout le long de la vie. Ah oui, clairement. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire finalement, parce que c'est vrai qu'on peut éviter de dépasser aussi. On parlait d'innovation tout à l'heure, mais il y a peut-être des nouvelles techniques, il y a peut-être des nouveaux matériaux, il y a peut-être tout plein de choses à mettre en œuvre pour continuer à avancer. Donc la formation, elle est tout le temps, tous les jours. Continuellement, oui. Alors après, c'est spécifique un peu en Suisse. Le CFC t'ouvre des portes à d'autres choses. Dans d'autres pays européens ou dans le monde, ben, tu as une formation spécifique au métier de maçon ou d'électricien, ou peu importe. Mais tu fais une formation spécifique. Aujourd'hui, tu peux faire un CFC maçon et te retrouver policier. Parce que tu as besoin d'un CFC. Donc, ok. Mais je pense que c'est quand même très intéressant et très important. Le CFC vers lequel tu vas, tu le fais à fond, tu apprends les bases. Mais même les bases que tu vas apprendre pendant, que ce soit sur le chantier ou à l'école, ça va t'aider toute ta vie, les bases. Non, mais clairement, moi je pense que dans les métiers de la construction, les diplômes, c'est vrai qu'ils sont quand même importants parce que il y a quand même des choses à savoir si on veut évoluer, parce qu'après, c'est sûr qu'on met plus de temps. Je sais pas, moi je dis des trucs bêtes, le 3, 4, 5, tout ça, des petites choses qui vont quand même t'aider dans ta progression, quoi. Ça, c'est vrai, hein, parce que des fois, je me rappelle que quand j'étais sur les chantiers, même quand on mettait des chaises, il y avait des gens que ça faisait longtemps que étaient sur le chantier, c'est pas trop à quoi ça servait encore. Donc, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, il faut qu'un jeune, il sache mettre une chaise et il sache travailler avec le théodolite. Regarde, exactement. Avec le tachéomètre, pas le théodolite. Je dis théodolite, non, le tachéomètre. Donc, il faut qu'il soit à la page en termes de formation. Tiens, avant, les anciens, ils faisaient comme ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils font comme ça, avec le tachéomètre. Ils prennent là, ils croisent encore une fois, tac, 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 et ils t'amènent le point ici. Alors que toi, tu dois tirer un truc, là, tu tires d'un bout de ficelle à l'autre, tu as des bouts de ficelle dans tous les sens. Donc, savoir la base, et savoir aussi tout ce qui est... en nouveauté, ouais. Et quand tu sais faire la base, tu t'adaptes à la nouveauté. Très bien. Mais des fois, inversement, pas tant. C'est-à-dire que si la nouveauté ne fonctionne pas, c'est des fois difficile si tu n'as jamais su d'où vient en fait le pourquoi du comment. Typiquement, tu parles des tachyomètres, tu dis bah voilà, prendre ces points de référence et puis après pour y faire tes alignements. Si un jour ça marche pas, c'est vrai qu'il faut quand même que tu aies vu, tu vois, un minimum pour savoir. C'est pour ça que je dis que c'est la base du métier, de chaque métier est très très importante. Ouais. C'est les fondations sur lesquelles tu pars. Ouais, bien sûr. Après, le tachéomètre, c'est la cerise sur le gâteau. Quand il est robotisé. Ah bien sûr, c'est ça que... ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui a facilité, parce que c'est vrai que mettre la chaise, le plomb d'axe, enfin, je veux dire, toutes ces choses qui sont assez... Exemple, mais voilà. Tu l'as surtout, hein, tu l'as sur les coffrages, maintenant, tu as les coffrages qui se lèvent avec les roulettes, tu l'as surtout, mais déjà, c'est faire la base, et ensuite, tu vas rouler la banche pour la fermer. C'est clair. Alors ensuite, donc on a un peu répondu aux 2 premières questions. Est-ce que les écoles sont adaptées à la réalité des chantiers? Écoute, plus à la réalité, je dirais, des métiers aujourd'hui, quoi. Adapté à la réalité, en fait, c'est... Si l'école est faite pour leur apprendre la base, ils l'apprennent. Pour ça, c'est bien. Pour ça, c'est très bien. Après, est-ce qu'elle est adaptée à la réalité des chantiers? Aujourd'hui, je pense que tu n'as pas une école... Enfin, tu n'as pas beaucoup d'écoles où les jeunes apprennent à faire du BIM, alors je sais pas, le tachéomètre, j'en sais rien, s'ils apprennent à l'utiliser. Oui. Peut-être en études supérieures, peut-être. Pour le CFC, je parle. Hein. Oui, en CFC, peut-être, je sais pas. L'implantation,
En fait, je pense que l'école suit, mais a du retard. Ouais, un peu, il y a un train de retard quand même. Voilà. Ça suit, mais ça a du retard, et ça a pas mal de retard, parce que... Et par contre, aujourd'hui, ils apprennent... Tu prends l'exemple d'un appui de fenêtre. Aujourd'hui, tu n'as plus personne Qui sait faire un appui de qui sait fenêtre? faire un appui de fenêtre, puisque tu poses. Préfabriqué, ouais, direct, il est préva. Aujourd'hui, à l'école, on apprend encore ça. Donc c'est bien. Ah oui, c'est sur le Donc, tu vois, Rogingo. Et tu apprends à faire l'appui de fenêtre traditionnel, et normalement, tu es quand même censé apprendre à le poser aussi. Mais tout ce genre de choses-là, quand tu as appris à faire un appui de fenêtre, tu sais lisser un seuil. Tu sais lisser... Un escalier, les contre-marches tu vois. et tout. Ouais. Donc c'est pour ça que je parle de base. Et l'école, pour ça, elle est magnifique. Il faut apprendre la base. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Moi, avant, je critiquais un peu. Parce que, vu que j'avais fait un... Non, mais c'est vrai, je critiquais. C'était moi, mon CAP, j'ai commencé en 2005. Et j'avais fait un CAP. Et moi, j'étais en alternance dans une PME. On faisait que des panneaux. On faisait du coffrage, des branches, tout ça. Dans l'école, on était au moins 15 en CAP. Et les autres, eux, c'était tous dans des boîtes tradies. Donc, eux, en fait, ce qu'on apprenait à l'école, c'était trop bien. Parce qu'on apprenait un peu à monter des plots, à monter des briques, à faire des crépis, tout ça. Et moi, en fait, quand j'arrivais au chantier, moi, je faisais rien de tout ça. Moi, je faisais de la branche, je faisais des panneaux. Donc, en fait, j'apprenais pas énormément. Alors, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu vois les choses... Bon, maintenant, il y a des CAP coffre brancheur, je crois. Ouais. Je suis pas sûr. Mais en fait, soit tu vois les choses du bon côté, soit tu vois les choses du mauvais. Si tu vois les choses du mauvais côté, tu dis, ah, à l'école, ils font pas ce que je fais là à l'entreprise, du coup, je m'améliore pas, ceci, cela. Puis, celui qui voit les choses du bon côté, il dit, bon, à l'entreprise, j'apprends ça, à l'école, j'apprends ça, finalement, je suis polyvalent. J'apprends la polyvalence. Tu vois? Et finalement, lequel est bien ou lequel est mal, je sais pas te dire. Non, mais c'est clair. Non, mais avec le recul, je me dis, c'est bien. Je me dis, c'est bien, j'ai appris à coffrer des veaux, à faire plein de choses comme ça, à faire des linteaux de manière traditionnelle ou autre chose. Non, mais c'est avec le recul, je me dis, en fait, c'était génial. Mais c'est juste qu'à l'époque, c'est vrai que en fait, je comprenais pas trop. Je disais, mais je suis maçon, pourquoi en fait, je fais pas la même chose que les autres? Et c'était ça, en fait. Et parce qu'en fait, je me suis dit, mais quand j'ai passé le BP, parce que le CAP, on va dire, c'est quand même globalement facile. L'ouvrage qu'on doit faire, l'examen, il est relativement facile. Par contre, en BP, c'est déjà plus costaud. Et je me suis dit, là, ça va être... Ouais, non, heureusement, non, mais c'est clair. Mais c'est quand même plus costaud. D'ailleurs, rarement sont ceux qui ont fini l'ouvrage en entier. Je sais pas si aujourd'hui ça a changé, si le niveau s'il a été rabaissé ou pas. Mais en tout cas, voilà, donc je pense que c'est intéressant un peu tout ce qu'on a dit là-dessus. Et ensuite, je voulais basculer. La formation et son importance, l'apprentissage dans le bâtiment. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'apprentissage? De toute façon, l'apprentissage, c'est toujours... pour moi, c'est la clé dans le bâtiment. C'est la clé partout. Ouais, tu me diras partout aussi, ouais. C'est la clé partout, l'apprentissage. Moi, je suis encore apprenti. Ouais, je serai apprenti toute ma vie. Aujourd'hui, il y a plein de choses que j'apprends tous les jours grâce à vous, grâce à Greg et grâce à tous ceux qui m'entourent. L'apprentissage dans la construction, c'est primordial. Ne serait-ce que pour se tenir au courant. Tu vois, tu parlais de l'école. Ça, c'est un avis personnel que je devais dire. Mais pour moi, c'est pas que l'école... C'est pas que c'est... comment dire, qu'il soit à la page ou pas à la page. C'est juste que le prof... C'est important qu'ils se tiennent à la page des nouveautés pour pouvoir en parler pendant qu'ils sont à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils apprennent la base. Tu vois? Ah oui, non, mais clairement. Et pour moi, c'est super important. D'accord. Quelque chose à rajouter là-dessus, non? Sur l'apprentissage? Non, je m'absenterai une minute. Ok, tu veux t'absenter? Ouais, et je reviens tout de suite. Ok, bah vas-y, je t'en prie. C'est les aléas du direct. Exactement. L'apprentissage, c'est pour moi très très important.
sais pas toi ce que tu en penses. Mais... Si, oui, et puis, mais encore une fois, je pense que tout à l'heure on parlait de formation, l'apprentissage, je pense que la formation, l'école, simplement, c'est les clés en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te donne des éléments, on te donne des clés, ça peut être des manières de faire, que si jamais si on te les donne pas, tu sais pas comment t'y prendre. Alors oui, tu pourras très bien les obtenir d'un autre biais. Tu pourras sur chantier apprendre à savoir comment faire. Mais je pense que aujourd'hui, c'est comme si on te donnait un trousseau. Tu vas à l'école, on te donne un trousseau, et on te dit clairement, aujourd'hui, regarde, tu as 5 clés. Et ces 5 clés vont pouvoir te permettre de faire un mur convenablement, dans les règles de l'art. Et c'est ça, en fait, ce qui est important. Maintenant, le fait de les avoir et de bien les utiliser, c'est encore un autre sujet. Et je pense que là, le fait de pouvoir les mettre en application au sein même de l'entreprise, l'apprentissage a tout son sens. C'est là où tu dis, ok, j'ai mes clés, par contre, maintenant, quelque part, il faut que je sache les mettre en œuvre, en fait. Et c'est là où tu te dis, tiens, viens, je vais t'apprendre, quelqu'un d'expérience, je vais t'apprendre, qu'est-ce que tu as appris, du moins toi, montre-moi ce que tu sais, je te montrerai comment faire, si jamais, voilà, il y a toujours un faire. L'idée, c'est pas de leur dire, tiens, c'est comme ça qu'il faut faire, mais leur dire, toi, tu ferais comment. Et c'est là où l'apprentissage, il est encore plus... C'est comme si toi, tu te dis, tiens, tu cherches, tu me dis, c'est quoi la définition de ce mot? Moi, je te la donne, et tu la retiendras beaucoup moins que si toi, t'es parti la chercher. Et l'apprentissage, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont toutes les clés, mais on va leur dire, tiens, toi, tu ferais comment pour monter ce mur-là? Et bien, tout pendant qu'on leur demande pas leur avis, ils vont pas se sentir plus concernés que ça. Ouais, grave. Ils vont dire, non, mais le mur, moi j'ai appris, on le fait comme ça. Ok. Ça, c'est smart, ça. Et finalement, plutôt, c'est un peu leur mise en question, mais de te dire, ok, qu'est-ce que tu ferais de plus, finalement, pour ça? Tout à fait. Mais c'est très important ce que tu dis. Et je pense que la partie entreprise a son sens, il faut tomber encore une fois dans une bonne entreprise, qui te donne aussi l'opportunité de pouvoir t'exprimer, pouvoir pas simplement exécuter, ou te dire tiens, suis-le, et puis je pense que il y a tout ça aussi. Après, pour moi, tu as l'entreprise, tu as effectivement l'état d'esprit de l'entreprise et les valeurs, mais aussi à qui le tuteur. Ah, mais ça c'est sûr, à qui tu réfères, tu dis, ouais. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont très bons dans le métier, ils ne savent juste pas transmettre. C'est vrai. Et puis il ne faut pas leur demander parce que ils n'aiment pas, ils n'ont pas envie, ça ne leur plaît pas. Puis il y en a d'autres qui sont peut-être légèrement moins bons, par contre ils ont cette pédagogie. C'est juste. Donc c'est important de mettre le jeune qui apprend avec la bonne personne. Ouais, et je pense que la réussite, c'est le groupement de tout ça en fait. C'est avoir les bonnes clés, vouloir les utiliser, ça c'est aussi, vouloir et pouvoir, c'est encore deux choses. Et pouvoir se dire, ok, j'ai un référent, c'est lui qui va m'apprendre, et avoir cette motivation pour le déplacement, quoi. C'est ça, tout simplement. Mais ça paraît très simple à dire. C'est pas si... c'est pas si évident. Ça, c'est clair. Donc pour enchaîner, dans le bâtiment, est-ce qu'il vaut mieux être spécialiste ou généraliste? Alors franchement, moi j'ai pas la réponse. Moi je pense qu'il faut les deux. Moi j'ai pas la réponse parce que, exactement, pour moi t'as des gens... Selon les postes qu'on occupe, parce que c'est un poste qu'on va occuper toute notre vie aussi. Aiment être spécialisés, tu as des gens qui aiment être généralisé, généraliste. Plein de choses. Tu en as qui ne supporteraient pas, ils se sentiraient plus libres s'ils faisaient que des venges tous les jours. Et puis il y en a d'autres, si tu les sors de là, ils sont perdus. Si je prends mon exemple, moi si je m'arrête à faire sur les 3 domaines qu'on a chez Enero, si je m'arrête à faire juste un petit domaine au milieu, je pète les plombs. Parce que moi, je vais plus me sentir libre. J'ai besoin que dès qu'il y a quelque chose, j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin d'avoir du challenge. Et donc, c'est pas quand tu sais faire quelque chose nickel, comme il faut, que tu as du challenge. Alors, ouais, ok, tu as un certain challenge, mais voilà. Être bon une fois, c'est bien, l'être 2 fois, c'est... Non, quand je dis une fois, je me comprends. Quand tu es spécialiste dans quelque chose, tu es bon tous les jours dans ce que tu fais. Ouais. Alors oui, ça peut t'arriver de faire une bêtise, mais en règle générale, tu es bon. Un généraliste, il est peut-être un peu moins bon sur cette spécialité-là. Par contre, il a peut-être une vue d'ensemble sur... Donc, pour moi, il faut les deux.
Et l'humanité est fait comme ça. Tu as des gens qui ont envie de spécialiser, tu en as d'autres qui ont envie d'être plutôt généralistes. Puis il y a des vocations qui naissent aussi, je pense. Peut-être qu'en fonction de ce qu'on fait, est-ce qu'on se dit pas, tiens, je suis bon pour faire ça. Après, l'intérêt, ouais, exactement. Ouais. C'est ça, l'intérêt. Après, je suis bon pour faire ça, et puis il y a ce que tes parents ils t'ont dit. Toi, tu es bon pour faire ça, fais ça. Et puis alors, on rentre dans un autre jeu. Ouais. C'est vrai. Mais après, je pense que, pour repartir dans le modèle d'une entreprise, quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine, je pense que ça a encore plus de sens si tu le sais. Se dire vraiment, parce que être spécialiste, c'est que ce soit son travail, mais qu'il est derrière un intérêt, qu'il se renseigne sur les nouveautés, au-delà même de son cercle professionnel, j'entends par là. Finalement, ça a vraiment du sens que toi, que tu le saches, de manière à pouvoir le faire monter en compétence dans cette spécialité-là. Parce que quelqu'un de généraliste, c'est bien aussi qu'il soit compétent dans ces domaines-ci, sauf que si tu bénéficies de quelqu'un qui est spécialisé dans un truc, autant le maximiser, quoi. Et il prendra plaisir. C'est pour ça que je m'entoure que de spécialistes. Mais c'est ça qui est cool, c'est que derrière, il va pouvoir monter en compétence, il va pouvoir kiffer son moment, en fait. Il va être pleinement motivé sur ce qu'il va faire, et ça, c'est cool. Je pense qu'il faut aussi déceler ça. Ça vient dans la connaissance des personnes avec qui tu travailles, et de se dire, ok, lui, il est comme ça. C'est un peu... c'est du management, en fait. Et quand tu sais comment parler à telle ou telle personne, et ce à quoi elle va être sensible, finalement, après, beaucoup de choses en découlent. Et c'est juste de la connaissance des personnes à travers la discussion, à travers tout ça, mais c'est vrai que des fois c'est pas toi tu sais faire ça donc tu vas toujours faire ça. Ça se trouve il veut peut-être faire autre chose, il est polyvalent, mais toi tu le connais que sur ce domaine-ci. Bref, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que je pense qu'il y a de l'intérêt aussi à avoir sur ça. Souvent, et je l'ai fait sûrement en tant que contremaître, j'avais quelqu'un dans l'équipe qui était spécialiste des murs. Et même que je lui demandais assez régulièrement s'il avait envie de faire autre chose, parce que pour moi ça m'intéressait que les gens aient envie de faire ce qu'ils font. N'empêche que de temps en temps, je le remettais là parce qu'il était bon. Oui, après tu dois faire aussi, c'est ça aussi. Les éléments. C'est-à-dire que toi aujourd'hui tu dois arriver à une finalité, tu dois arriver à un produit terminé. C'est à toi de jouer le jeu d'échecs et de se dire tiens, lui je le mettrais bien là, il faut quand même que ça aille avec ses envies, mais aussi avec ton chantier ou avec ce que tu as à faire. Que ce soit même dans tes propositions de service ou quoi que ce soit, derrière tu dois te dire ok, j'ai ça comme élément, j'ai 4 cartes, laquelle je vais tirer pour faire tel ou tel service. Et c'est là où même des fois si il est polyvalent, mais en soi tu le verrais bien là, tiens, c'est pour ça que je pense qu'il faut les connaître, quoi. Ouais, très bien. Ouais. C'est ça un peu le problème aussi, c'est parce que moi quand j'y repense, le souci c'est que quand tu as quelqu'un qui est très bon au panneau, souvent le contremaître ou le chef, il va toujours le laisser au panneau. C'est normal, puisque c'est là qu'il gagne du temps quelque part. Donc c'est pour ça qu'après et des fois c'est mieux. Bon, nous on le voit tous les jours, on recrute tout le temps des gens tous les jours. C'est notre métier. Et du coup, c'est vrai que des fois, quand on a quelqu'un qui nous dit moi je fais que de la branche. Sateco, il sort, tout. Je fais que des panneaux. Au moins, on sait qu'on a un spécialiste. et c'est vrai que des fois, moi, souvent, quand je discute, alors que qu'est-ce que tu fais ? Je fais tout. Mais tout, c'est quoi ? Moi, je suis comme question. J'ai besoin que tu me donnes plus de précision. Oui, puis, ça, c'est un peu facile. On la connaît. Ouais. C'est vrai que pour le coup, c'est mieux de dire. Voilà. Mais des fois, voilà, c'est plus précis. Je fais du coffrage de dalles, je fais du panneau. C'est vrai que moi, je suis plus axé panneau, mais tu me mets en dalle, je sais faire du tradi, je sais faire... Mais ça revient aussi à la connaissance de soi, quelles sont tes capacités, et puis où est-ce que tu vas, et c'est tout. Des fois, en fait, c'est juste que les gens, on leur a jamais dit que c'était pas forcément bien, on leur a jamais fait trop de feedback ou quoi que ce soit, on leur a dit, écoute, ça passe, ça va bien, gaz sent bon, et puis peut-être un remonté, surgonflé comme jamais, et puis en fait, non, il n'est pas si bon que ça. Et c'est juste qu'il est très bon dans certains trucs, et sur tout son chantier, il y a peut-être eu, je sais pas, à 90% où il a fait dans sa spécialité, et 10 autres pourcents, sur la globalité, ça s'est pas trop vu, mais il n'a pas été très bon. Puis lui, il va se sentir feu-flamme, il va dire putain, moi je suis un héros, quoi. Je suis un king. Tu vois, ça, ce que tu dis, ça me fait penser. Tout à l'heure, on parlait aussi d'optimiser, très important, de faire des retours fin de chantier. C'est juste, hein. Même à nous. Hein. À tout le monde, de faire des retours fin de chantier
des compétences de chacun. Mais pas devant tout le monde. Juste le contremaître qui dit vraiment franchement ce qu'il a à dire à la personne en face. Ça c'était bien, ça c'était moins bien, tu aurais pu faire ça comme ci ou tu aurais pu faire ça comme ça. Et quand tu pars de là, et en donnant un objectif pour... Ça s'appelle un entretien constructif. Au cas où, non, mais après, oui. Ouais, exactement. En donnant un objectif pour l'année prochaine. L'année prochaine, tu fais quoi? C'est quoi ton objectif? Mais juste en fait amener les choses de manière constructive. Quelle qu'elle soit, là on parle construction, mais dans tout en fait. Ouais, mais c'est juste que toi, moi je pense faire des fois les choses bien. William ou qui que ce soit me dit, bah tiens en fait, tu sais quoi, là c'était pas top, franchement. Ça non mais ça... Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de mieux? Mais ce que Nathan, tu dis, mais ça je kiffe à mort. Mais ça c'est d'éducation pour moi, parce que les gens ils pensent qu'ils vont faire l'entretien individuel, machin, à la fin de l'année par le patron avec le comité de direction ou autre. Et alors que c'est vrai que normalement en fait il devrait se passer ça pour faire évoluer quoi. Un entretien individuel pour moi, je vais te dire, hein, c'est pas un quart d'heure. C'est pas un quart d'heure à taper la discute entre face à face. Non, c'est 1 heure déjà, 1 heure voire 1 heure et demie de recherche. Après je dis pas, peut-être que moi je suis lent, mais moi c'est le temps que ça m'a pris de faire des recherches. Tiens, le gars il a fait ça sur le chantier, il a fait ça fait 1 an que le chantier il a démarré, tu vois. Un an, tiens, il a fait ci, il a fait ça. Ça c'était bien, ça c'était moins bien, ceci, cela. Et puis comment est-ce que je l'imagine plus tard? Et puis après tu fais une discussion par rapport à ça. Et tu vois, un vrai truc. C'est comme toute réunion, tu as la préparation, le temps de préparation, ensuite le temps de faire la réunion, et ensuite tu as encore le temps quand tu es dans une grosse boutique par exemple, de faire attention que ce que tu as dit au gars, au RH, ça y va. C'est clair. Oui, mais après, c'est surtout que le plan, alors bien évidemment, il faut qu'il soit aussi dans l'écoute. Parce que je pense aussi, des fois, là on parle, je pense, c'est aussi un monde un peu idyllique où les gens sont aussi d'accord avec ce qu'on reproche. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, ils disent non. Des fois, je suis pas d'accord. Ouais, c'est pour ça. Et je pense que ça a tout son sens là-dessus. Et puis c'est aussi de se dire, admettons, tout à l'heure tu disais, typiquement là, il n'a pas été bon ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Est-ce qu'il y a un plan de formation qu'on peut prévoir? Est-ce que, je sais pas, c'est vraiment une histoire de se dire comment on peut le faire évoluer de manière à ce que lui personnellement et pour l'entreprise. Ben c'est clair, de là découle beaucoup de choses quand c'est bien fait. Ouais. Mais après, il faut les suivre les étapes. L'initier c'est une chose, vraiment avoir le suivi sur la suite, c'est une chose. Ouais. Donc là, tu avais quelque chose à rajouter, Greg, là-dessus? Non, je crois que c'est clair. Donc là, j'arrive à la question de fin de cette première partie. On va faire en 2 parties. Est-ce qu'on pourrait même en faire 5, 6? Alors, comment inciter et faire la promotion auprès des jeunes pour travailler et se former dans le secteur du bâtiment? J'ai pas de retour, moi, ici. Je sais pas si c'est votre cas ou pas. Moi, j'entends. Moi, c'est bon. D'accord. Ok. Excuse-moi, il faut que tu la redises. Ça y est, je crois que c'est bon. Ouais. C'est bon? C'est peut-être un mauvais contact là. Super. Ok. Comment inciter et faire la promotion auprès des jeunes pour travailler et se former dans le secteur du bâtiment? Parce que c'est vrai qu'on a un manque un peu de... Surtout si on parle de la France. Ça c'est... Alors moi je parle pas que de la France, je parle en règle générale dans la construction. Moi ça fait quelques années que je dis, regarde, tu prends les boulangers pâtissiers, tu prends les cuisiniers. Ça fait 15 ans maintenant que tu en vois partout, en télé-réalité, à la télé. Et quand tu regardes toutes les boulangeries-pâtisseries, tout le secteur de la formation est tout plein. Les cuisines, n'en parlons pas. Tout ce qui est cuisine, ils sont pleins tout le temps. Alors que c'était comme ça avant. Et je ne comprends pas comment on n'a pas encore, en tant que gens de la construction, fait quelque chose qui ressemble à ça. Eh ben, non, mais tu sais que j'ai te coupé, c'est marrant. Parce que peut-être qu'Alexandre Souvigné avait écouté ça, le patron d'Alfi, les coffrages Alfi. On en avait discuté et moi je lui disais il faudrait faire un truc comme ça, une émission qui ressemble un peu à Top Chef ou autre, mais avec les métiers du bâtiment, quoi. Alors il y a quelque chose qui ressemble à ça. Tu prends les Olympiades des métiers. Ah mais ça personne n'en parle. Donc les Olympiades des métiers. C'est ça le problème. Ça pourrait faire l'objet d'une émission. Ça pourrait faire. Par contre, il faudrait être
En gros, il faudrait faire du direct pendant un moment avec eux, pendant qu'ils s'entraînent. Il faut savoir qu'ils s'entraînent comme des athlètes. C'est clair. Donc, ils s'entraînent comme des athlètes. On pourrait les filmer en live pendant qu'ils sont en train de faire leur maquette. Ah, c'est clair qu'ils vont peut-être pas être potentiellement les 2-3 premiers. Ça peut être compliqué parce que quand tu es sur. Moi, je me rappelle quand je faisais des maquettes, j'aimais pas trop qu'on me regarde derrière. C'est clair. Donc si c'est vrai, si en plus tu es filmé en plein pendant un concours, c'est déstabilisant. Mais on peut peut-être le faire différemment ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il faut trouver une manière. On a un beau métier. Je parle de tout secteur de construction confondu. On a des beaux métiers. On travaille dehors. On bouge, on change d'endroit. Non, mais on fait des choses super intéressantes. Environ une fois par an, peut-être 2 fois par an, peut-être plus selon la taille d'entreprise. Mais on fait quelque chose de beau. Quand on repasse devant avec nos enfants, on peut encore être capable de leur dire tiens, regarde, c'est clair, papa a contribué à faire ça. Mais là, pour information, on va avoir une émission qui arrive. J'ai oublié son nom, là, j'ai pas le nom, mais c'était un plaquiste, je crois, ou un plombier, je sais plus, qui faisait pas mal de vidéos YouTube, plein de choses comme ça, et même sur Facebook. J'ai oublié son nom. Je crois que les gars, ils les appelaient des bichons pour information. Et du coup, je sais pas, il a été contacté ou il a contacté M6. Et ils ont réussi à trouver un projet commun. Après, je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui va arriver là-dessus. C'est très bien. Et ça sera pas comme rénovation d'appartement ou des choses comme ça, quoi. Ça sera un truc plus poussé, quoi. Je pense qu'il y a 2 ingrédients qu'il faudra ajouter, en tout cas pour aller toucher les jeunes. Il y a l'émotion et le fun. Parce que, en fait, finalement, je pense qu'aujourd'hui, ils vivent un petit peu dans... Il y a les canaux qu'ils utilisent, notamment une communication et tout est fait pour le fun. Et je pense que si on arrive à rentrer via ces canaux un peu d'émotion et un peu de fun, en leur disant, regardez, mon métier, il est fun. Il y a de l'émotion, parce qu'effectivement, on en parle aujourd'hui. Je pense que ça te fait revivre des moments, ça vous fait peut-être revivre aussi des moments que vous avez vécus. Et je pense qu'il faut aller les chercher là, les jeunes. Et puis, si on a le bon créneau derrière, je pense... Ouais, il faut les chercher. Surtout, en fait, il faut découvrir. Parce que moi, je me rappelle qu'avant que je me lance dans le métier, dans la maçonnerie, franchement, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et c'est après, je me disais, ah, mais en fait, on fait comme ça. Tu vois, c'est ça un peu. C'est ce manque de connaissances. Ce manque de connaissances, tout ça, c'est plutôt ça qui est intéressant. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Ouais, la solution, c'est apporter du fun. Entre autres. Ouais, voilà, c'est qu'on peut en discuter. On a des métiers d'information, c'est que on a des métiers intéressants, techniques, ou qui sont aussi bien rémunérateurs, il faut le dire. Hein, ça... Donc, et voilà. Et moi, j'incite vraiment beaucoup en France, les jeunes. En Suisse, le CFC, quand même, il est quand même assez... Il est bien vu, je trouve. Je sais pas. Il y a un truc... L'apprentissage, voilà, est bien vu. Il est très bien. Ouais. Enfin, il est très bien vu. Voilà. La Suisse prône l'apprentissage, donc c'est très bien. Chose que peut-être dans d'autres pays, ça se fait moins. C'est clair. Non, c'est sûr. Et puis attention, on parlait de jeunes, tu vois, il faut aussi expliquer aux parents et aux profs parce que c'est les parents, de certaines écoles que c'est pas parce que tu vas faire maçon, électricien ou sanitaire ou peu importe quoi dans la construction que tu n'es pas bon. T'es pas le cancre. Parce qu'il y a encore des profs, c'est pas contre les profs, mais il y en a qui me disent peut-être tu vas faire maçon, tu pourrais faire mathématicien, quoi. Oui, mais c'est parce que eux aussi ils ont un manque de connaissances. Ouais, et puis non mais c'est qu'ils ont vraiment un manque de connaissances parce que en fait nous dans nos métiers l'avantage qu'on a par rapport aux autres c'est que on peut commencer en étant même manœuvre et monter jusqu'au technicien, le conducteur de travaux. Oui, sans se mettre de limite. Voilà, il n'y a pas de limite. Exactement. Démarrer apprenti à 16 ans. Exactement. Donc on peut gravir les échelons à force de travail, de formation, même que ce soit dans une PME ou dans un grand compte. Voilà, on peut toujours évoluer. Et ça, le problème, c'est que c'est pas assez défendu. Les gens ne sont pas assez au courant. Oui, mais je pense qu'il faut aussi... Et puis même de se mettre à son compte ou autre. Au-delà même de ça, je pense que
les attirer, c'est une chose, mais il faut aussi qu'ils en aient l'envie. Tu sais, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si tu y vas, mais sans grande conviction, bah, tu vas pas avoir de... Toi-même, tu vas pas être content de ce que tu fais. Tout à l'heure, tu disais, et là, toi aussi, tu as parlé de ça, il y a, au tout début, quand tu faisais ta formation, bah, en fait, tu avais le travail. Après, tu avais le travail. Aujourd'hui, bah, c'est juste que ça évolue. Notre génération, on est sur le fun et le travail. Comment allier les deux, comme tu disais. Maintenant, c'est bah, voilà, question ouverte. Vous avez 2 heures. Enfin, c'est un peu se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait et c'est de se dire quel canal on fait et comment on les intéresse. Mais surtout, comment eux, ils arrivent à juste pas être motivés de manière ponctuelle, juste à se dire, putain, mais en fait, grave, maçon, ça m'intéresse. Parce que c'est du concret. Parce que, au-delà, sans dénigrer, mais il y a des métiers qui peuvent paraître beaucoup moins concrets. Banquier, les chiffres et tout ça, tu palpes rien, c'est que sur du numérique, c'est des choses où tu as plus de difficultés, peut-être pour les gens qui ont besoin de non pas s'imaginer, mais voir concrètement ce qu'ils réalisent. Ouais. Exactement. Et ça, je pense qu'il y en a de plus en plus. On est de plus en plus dans du concret parce qu'on veut des résultats. Les résultats, on ne les veut pas simplement digitaux, on les veut de manière visuelle, physique. Et ça, ça c'est toute la branche quelle qu'elle soit, pas que maçon, charpentier, enfin tout en fait la partie bâtiment, construction, elle est axée là-dessus. Et comment trouver du fun, ça c'est une problématique, c'est clair. Mais je suis persuadé qu'on arrive à en trouver. Okay. Mais encore une fois, c'est une question de... Voilà, faut que tout le monde ait envie de bouger. C'est sûr. Donc voilà, peut-être quelque chose à rajouter pour la fin de cette première partie, Greg Du fun. Ou Nathalie. Du fun. Quelque chose à rajouter, ok, d'accord. Donc bah voilà, on vient de finir cette première partie. Tu dis pas rien sur, je sais pas où, Link ou... Une petite punchline, ouais, allez, petite punchline. La petite baseline. Exactement. Donc là, si vous êtes sur votre ordinateur, LinkedIn, NRO Group, N comme Nathanaël, R comme Raphaël, O comme Olivier, groupe. Et puis là, vous le trouvez avec un groupe. Voilà, faut pas hésiter à les suivre, à regarder. Et puis, nous sommes présents sur tous les réseaux classiques, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Et puis, c'est déjà pas mal. Et géographiquement, on peut rappeler juste sur quelle zone est-ce que vous êtes présent ou on peut vous solliciter ? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, donc, on est sur la Suisse romande et on a Alex qui nous rejoint pour développer l'international. Ok. Bon, bah voilà. En fait, aucune porte fermée, allez-y. Allez-y, droit au but. Donc, écoutez, c'était super d'avoir échangé. Franchement, c'était passionnant. Non, franchement, c'était super cool. Merci pour l'invitation. Merci. Là, je suis déjà chaud à faire une deuxième partie aussi. Donc, je sais pas si on va être chaud avec les horaires. Si. Non, mais justement, vaut mieux regarder là. Parce qu'à 5h30, on sort du boulot. Des fois, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, et après, on va parler, dans le prochain épisode, on va parler innovation, technologie. On va rentrer plus dans le détail, écologie aussi. Peut-être un peu de QSO au passage. Et je sais qu'ils sont en train de nous regarder là, donc Albin, Alexandre et Lionel. Je sais que vous avez hâte d'être présents ici avec Jordan et William, donc votre tour arrivera bientôt. Et encore merci. Donc voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée.